mais bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Au revoir! Donc, merci à tous d'être ici. Dans le fond, je vais faire une brève introduction de la soirée. Je suis certaine qu'il y a certains d'entre vous qui ont reçu des lettres au sujet de la conférence de ce soir. Donc, le but étant de vous informer sur une étude qui a été faite en collaboration avec la SOPFEU, dans le fond. La ville de Chibougamau a mandaté la SOPFEU de faire une analyse de notre secteur pour voir, dans le fond, comment on pourrait mettre en place des mesures d'atténuation des risques qui sont liés aux feux de forêt. Donc, on a vécu la situation 2023. Et puis, en réponse à ça, ça fait des années qu'on travaille en prévention, qu'on travaille en collaboration avec la SOPFEU, avec les ministères, le gouvernement, pour sécuriser notre ville. Et puis, cette année, la SOPFEU a fait une analyse qu'ils vont vous présenter ce soir. Donc, pour débuter, je vais faire la présentation des intervenants qui sont ici. Je vais commencer par me présenter parce que je n'ai pas fait ça en parlant. Donc, moi, c'est Mylène Lefebvre, je suis conseillère aux communications et relations publiques ici pour la ville de Chibougamau. Et puis, on a plusieurs intervenants ce soir, dont des membres de la SOPFEU. Donc, je vais commencer avec M. Simon Massé, qui va vous faire la présentation ce soir. On a Mme Josée Poitras en avant avec le manteau rouge, qui est aux communications de la SOPFEU. On a Jean Pectot qui est à ma gauche, votre droite, possiblement. On a Philippe Noiseux aussi, qui est à l'autre droite. Et du ministère de la Sécurité publique, on a Frédéric Tremblay, qui est assis à l'avant ici. Je vais vous les présenter, même si vous connaissez les visages et que vous les connaissez sûrement. Donc, des membres du conseil, on a M. Michaud, Mme Compartino, M. Poirier, René Martel, qui est notre journaliste local et qui n'a pas besoin de présentation, effectivement. On a Bienvenue ici, qui est notre chargé de projet. Bienvenue, un petit signe de la main pour nous. Aux travaux publics, M. Alain Landry, notre directeur général, M. Jean-Guy Perrault, directeur du service incendie. Serge Bergeron, enchanté. Serge de ressources naturelles et des forêts. Gabrielle Manger, qui est notre adjointe aux communications. Et je vous la présente officiellement, notre professeure, Mme Massé. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être là. Je vais laisser la parole à M. Massé qui va vous parler de l'analyse qui a été faite dans notre secteur. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien, même dans le tour de la salle? Parfait. Bien content d'être avec vous ce soir et avec mes collègues pour venir présenter les résultats de notre étude. Donc, on a analysé la ville de Chibougamau pour voir c'était quoi qui était possible de faire autour de la ville pour améliorer votre protection face aux feux de forêt. Fait qu'on vient vous présenter les principaux résultats de notre étude et nos recommandations. Notre présentation, en fait, va se dérouler en 2 blocs. On va vraiment, dans un premier temps, je vais présenter l'étude, nos principales recommandations. Après ça, on va avoir une période là, de questions. On va venir vous entendre si vous avez justement des questions sur les recommandations qu'on propose. Puis, après la période de questions, je vais vous présenter une série de conseils pratiques que les propriétaires, soit de résidences ou de chalets à proximité de la forêt, vous pouvez mettre en œuvre pour vraiment réduire votre vulnérabilité là, autour de votre bâtiment face aux feux de forêt. Je vois qu'il y a plusieurs personnes dans la salle déjà qui ont ramassé là, un dépliant à cet effet-là. Donc, la SOPFEU, on entame une nouvelle campagne de communication au niveau de l'atténuation des risques. Donc, la présentation va se terminer avec ce bloc-là. Donc, petite mise en contexte, en fait, le projet d'analyse de risque, l'étude qu'on a faite pour la ville de Chibougamau, elle a commencé à l'hiver 2023. Donc, avant la saison des feux et les événements qu'on a connus l'année passée, on était déjà engagé dans une démarche de prévention avec les intervenants de la ville. C'est M. Perrault qui nous avait adressé une lettre à la SOPFEU, je crois, en 2022. Avril 2022. Je n'étais même pas encore à la SOPFEU à ce moment-là, mais quand je suis arrivé à la SOPFEU, en fait, comme coordonnateur à l'atténuation des risques, c'est un des premiers mandats que j'ai reçus, là, en fait, c'est de développer ce projet-là avec la ville de Chibougamau. Puis, dans la lettre de M. Perrault, en fait, la demande, c'était vraiment pour regarder, voir qu'est-ce qui est possible de faire autour de l'hôpital. Parce qu'autour de l'hôpital, on sait que l'hôpital, c'est important pour la ville.
Puis, il y a beaucoup de conifères dans cet endroit-là. Il y a déjà eu des interventions aussi de feux de forêt par le passé dans ce coin-là. Fait que nous, on a regardé la demande, on a dit, bien, très bien, oui, on va regarder le site de l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire pour la protéger, mais on va regarder pas seulement l'hôpital, on va regarder l'ensemble de la ville, voir c'est quoi les secteurs, les infrastructures qui pourraient être à risque advenant un feu de forêt, puis émettre des recommandations pour la prévention. On a convenu avec le ministère de la Sécurité publique de faire un projet pilote avec la ville de Chibougamau. Donc, la ville de Chibougamau, c'est la première grande ville au Québec à recevoir une analyse de ce type-là par la SOFE. Donc, une analyse complète des feux de forêt, qui est financée là, en partie par le MST. Les plans ont été un peu chamboulés là, avec la saison des feux qu'on a connue. Moi, j'étais supposé déjà de venir avec des collègues au mois de juillet l'année passée. C'était planifié déjà depuis le printemps, venir faire une campagne de terrain pour compléter notre analyse. Puis, j'ai été déployé avec l'équipe de gestion des feux majeurs chez nous pour venir intervenir là, le 31 mai sur un feu qui a été déclaré près de Chapet, qui avait mené à l'évacuation de la moitié de la ville. Puis, dans les jours suivants, bon, il y a des nouveaux feux qui ont été déclarés aux alentours de Chibougamau. J'ai été déployé ici même là, à l'hôtel de ville pendant plusieurs semaines pour gérer les feux qu'il y avait sur le territoire. C'est un autre de concours de circonstances. On travaille avec les préventions, mais je me suis trouvé à travailler en opération là, directement avec les gens de la ville. Puis, le 5 juin, il y a des lignes d'arrêt mécanisées qui ont été aménagées autour de Chibougamau. En urgence, on va y revenir un petit peu tantôt. C'est venu chambouler un peu nos plans d'analyse de risque. En fait, nous, dans l'analyse, vous allez voir, on a ciblé les endroits les plus critiques pour les feux de forêt, puis on propose des mesures douces, des mesures de gestion du combustible où on vient vraiment réduire de manière un peu plus chirurgicale la densité de végétation. Mais là, en urgence, on n'avait pas le temps de faire ça. Les maisons étaient très près des parcelles de forêt. On avait des raisons de croire que la forêt, en fait, le feu pouvait se rendre à la ville. Selon les conditions qu'il y avait à ce moment-là, puis l'urgence le justifiait. On va y revenir un petit peu tantôt. Après, justement, ces événements-là, on est revenu plus tard dans l'été pour terminer là, la campagne de terrain. Là, je vois ici une coquille là, dans mon PowerPoint. La campagne de terrain a été faite à l'été 2023, et non pas 2024. Puis, en fait, on a fait la rédaction de l'étude cet automne, puis on a présenté nos recommandations au conseil municipal au mois d'avril. Puis le conseil municipal voulait qu'on vous les présente là, ce soir pour recueillir vos commentaires là, notamment. Les objectifs du rapport, en fait, là, il y en a deux principaux. C'est d'analyser le risque dans son ensemble, sur l'ensemble du territoire de la ville, puis d'émettre des recommandations de mesures d'atténuation. Nos recommandations sont sur différents axes. Le premier, c'est la gestion du combustible. Ça, dans notre jargon, en fait, le combustible, pour nous, c'est essentiellement la végétation. Ça, c'est pour ceux qui ont travaillé de près ou de loin avec le domaine des incendies. Là, le combustible, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde beaucoup dans le domaine de l'incendie. On a aussi des recommandations en matière de prévention, de sensibilisation. Des différents volets aussi de nos recommandations qui vont toucher la réglementation municipale. Qu'est-ce qui peut être fait par la ville pour, si on veut mieux encadrer, par exemple, les feux qui sont faits, les feux de joie, par exemple, ou certaines mesures pour réduire le risque. Des recommandations aussi de formation des intervenants, puis d'optimiser tout ce qui est préparation et planification en situation de sécurité civile. Pour lorsqu'il arrive un événement, de limiter les conséquences là, sur la population. Quelques petits, si on veut, présente là, certains résultats de l'étude. En fait, je trouvais ça intéressant de présenter l'historique des feux sur votre territoire. À la SOFE, on dispose d'une grande base de données sur tous les feux de forêt qui ont eu lieu dans les dernières décennies. Donc, on est remonté sur 40 ans. Puis, vous voyez ici, le carré, c'est les limites de la ville. Dans la ville de Chibougamau, on a recensé 130 incendies en 40 ans. Dont environ 75 qui étaient à 10 km, à moins de 10 km de l'hôtel de ville, en fait. Ça montre que, oui, on a connu les feux de 2023, mais par le passé, il y a eu beaucoup d'autres événements. Chibougamau se trouve au cœur de la forêt boréale, dans un climat qui est propice pour le développement des incendies. Donc, vous êtes dans une région quand même qui est reconnue comme étant exposée aux feux de forêt. On a regardé aussi, parce que les feux ne connaissent pas vraiment les frontières, puis les feux peuvent se déclarer à des bonnes distances de communautés, puis peuvent voyager là, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, on a regardé aussi comment il y a eu du feu dans un rayon de 60 km autour de Chibougamau. Puis on en a recensé là, un petit peu moins là, de 500 dans les 40 dernières années. Donc, vous voyez là, que c'est quand même un bon nombre.
Environ 90% de ces feux-là qui ont été recensés sont moins de 10 hectares. Nous, ben, à la SOFFEUR, en fait, notre mission, c'est d'éteindre les feux le plus rapidement possible avant qu'ils prennent de l'ampleur. D'habitude, dans une saison normale, dans un contexte normal, on n'est pas dans le bon pour faire ça. Parce qu'on a de la détection rapide, on a des alertes, les citoyens, lorsqu'il y a des feux qui sont détectés, nous les communiquent rapidement. Les services incendies aussi, quand il y a des alertes de feux de végétation autour de la ville, ben, ils vont intervenir, de sorte que souvent, les feux, ben, ils n'ont pas le temps de prendre beaucoup d'ampleur avant qu'ils soient éteints. C'est pour ça que la majorité sont petits. Mais dans certains cas, les conditions sont propices au développement des feux. Nos capacités de combat sont surpassées, puis il y en a qui peuvent prendre l'ampleur, mais somme toute, ce nombre-là, il est assez limité. Et c'est souvent eux autres qui vont poser le plus grand danger pour les communautés. On a fait une petite analyse aussi au niveau des causes de feu sur votre territoire. Dans les 40 dernières années, là, il y a 76% des feux qui ont été de cause humaine. Soit des feux de camp mal éteints, soit des mégots de cigarettes lancés dans la forêt qui ont fini justement par allumer un feu puis se répandre. Aussi, une des causes principales de feu, c'est le brûlage de rebuts par les citoyens, principalement au printemps, qui vont faire des tas de branches, qui vont allumer ça dans le fond de la tour, puis que, bon, un petit vent amène ça dans le bois. Donc, ça aussi, c'est une cause de feu là, importante. Puis, ben, le 24% de feux restants, ben, c'est des feux qui sont causés par la foudre. Il y en a quand même plusieurs qui ont été recensés là, autour de Chibougamau. Puis, ben, les événements qu'on a connus l'été dernier, avec les feux qui ont fait rage là, au nord et à l'est de Chibougamau, ben, c'était presque tous des feux de foudre, ces grands feux-là. Il y a eu plusieurs quand même feux aussi de cause humaine dans votre secteur, là, entre autres un cas qui a été assez médiatisé là, avec un incendiaire qui en a allumé certains. Mais les grands feux au nord et à l'est de Chibougamau, c'était des feux qui avaient été causés par la foudre. Ce qu'on observe aussi, puis on l'a regardé pour Chibougamau, mais c'est une tendance qu'on observe à la grandeur de la province. On a regardé le nombre de feux, des causes de feu pour chacune des décennies dans les 40 dernières années. Puis vous voyez ici, c'est graphique, je ne vous montre pas les chiffres parce que ce n'est pas nécessairement si important de s'attarder aux chiffres, mais vous voyez ici, ça c'est le nombre de feux de cause humaine par décennie, puis on observe vraiment une diminution significative des feux de cause humaine. Ça, c'est intéressant. Tous les efforts de prévention qui sont faits par les villes, par la SOFFEUR, puis même par les citoyens qui adaptent leur comportement, puis qui ont changé justement leur approche, bien, ça leur permet de diminuer les feux de cause humaine. Les feux de cause humaine, il faut comprendre là, que tous ces feux-là sont évitables à la base, puis il y a vraiment moyen de les diminuer, puis les statistiques là, le montrent, il faut poursuivre là, dans cette lancée-là. Ça, c'était pour le petit portrait rapide sur les feux sur votre territoire. Ce qu'on a regardé aussi beaucoup dans l'étude, en fait, on a fait une analyse là, spatiale pour regarder c'est où les secteurs de la ville qui sont les plus propices au feu. En termes d'incendie, nous autres, on a d'études du comportement de feu. On a 3 principaux facteurs qu'on regarde pour analyser les feux de forêt. On regarde les facteurs météo, on regarde la topographie, aussi le relief qui peut influencer la propagation des feux. On regarde surtout le combustible. Pour nous, le combustible, comme je le disais, c'est la végétation. Voici une image là, qui est relativement simple. En fait, là, pour nous, les peuplements qui posent le plus grand risque de feu, c'est les peuplements qui sont composés principalement de résineux. Les conifères, les résineux, de par leur composition chimique, ben, ça contient de la résine qui est vraiment très, très inflammable. Ça a aussi beaucoup de petites branches, une grosse quantité de petites branches qui font en sorte que ça prend feu vraiment très facilement. Les feuillus sont moins propices au feu, eux autres, parce qu'ils ont une plus grande teneur en humidité, juste leur composition fait en sorte qu'ils brûlent moins. Fait que nous, quand on fait une analyse au niveau du territoire, on regarde vraiment c'est où les grosses densités de résineux très, très denses. C'est ça qui peuvent causer des feux de plus grande intensité puis poser une menace pour les populations. On a regardé aussi, en fait, on utilise un protocole de cartographie qui a été développé par l'Université de l'Alberta pour voir c'est quoi le risque au niveau des bâtiments et des infrastructures liés à la propagation des incendies. Puis, il y a 3 principaux facteurs de propagation des incendies qu'on a cartographiés. Le premier, c'est toutes les habitations, les résidences, les infrastructures qui sont potentiellement exposées au contact direct avec les flammes. Ça, c'est assez simple. C'est quand le combustible ou la végétation est très, très proche du bâtiment puis que la flamme peut se propager à la bâtisse. On a regardé aussi le phénomène de radiation. Ça, lorsqu'un feu très, très intense, il peut produire suffisamment de chaleur pour enflammer des matériaux, même à une distance de 30 mètres du foyer d'incendie principal. Donc, on a regardé aussi tous les bâtiments et les infrastructures situées dans cette distance-là.
On a regardé aussi les bâtiments, les infrastructures exposées au transport de tisons. Lorsque des feux d'une très grande intensité avec des bons vents, vous le voyez, là, quand on fait des feux de joie, ça fait des braises, ça fait des tisons. Puis quand il y a des énormes feux de forêt, bien, les braises peuvent être transportées par le vent sur de très grosses distances. Là, on parle là, de plusieurs kilomètres là, même. Donc, nous, on a utilisé là, une distance de 500 mètres pour voir c'est quoi les bâtiments qui pourraient être exposés à du transport de tisons qui irait jusqu'à 500 mètres du foyer d'incendie principal. On a utilisé pour ce faire là, des cartographies de combustible, essentiellement des cartographies de végétation. Vous voyez à gauche, c'est la cartographie provinciale qui existe. Puis pour le projet, ici avec Chibougamau, on a fait produire une cartographie à très haute résolution avec un centre de recherche pour vraiment bien préciser cette donnée-là. Puis on a aussi numérisé chacun des bâtiments dans la ville pour vraiment mettre en relation chaque bâtiment, chaque structure avec sa proximité avec la végétation. C'est une analyse assez fine. Ça nous a donné plusieurs cartes. Je vous en présente un exemple. Une carte là, qui met en évidence tous en fait, les bâtiments qui sont caractérisés par la présence de combustible à moins de 10 mètres. Ici, c'est un peu petit, là, je pense, pour les gens là, qui sont surtout en arrière. Mais ça nous indique quels sont les bâtiments qui sont très près du combustible, puis aussi les bâtiments qui se situent jusqu'à 30 mètres là, de conifères. Donc ça a orienté aussi notre campagne de terrain qu'on a faite avec la ville pour vraiment bien confirmer quel secteur était le plus exposé advenant le passage du feu. Maintenant, j'arrive à nos recommandations. La cartographie de notre campagne de terrain et la prise de données a permis d'émettre différentes recommandations. En matière de feux de forêt, en fait, là, ce qu'on cherche à faire, puis c'est intéressant aussi pour la prévention des feux de forêt parce qu'on peut agir relativement de manière simple pour optimiser notre protection. C'est essentiellement en gérant la végétation autour de ce qu'on cherche à protéger. Donc, vous voyez ici le petit bâtiment ici en haut à droite. Ce qu'on cherche à faire, c'est de réduire la densité de végétation autour de ce qu'on veut protéger. Comme ça, si jamais on a le passage d'un feu de forêt, le feu va perdre de son intensité, va perdre de sa vitesse de propagation, puis il y a moins de chances que le feu se propage au bâtiment. Puis aussi, pour les pompiers municipaux, la SOFFEU, lorsque le feu est moins intense à proximité des infrastructures qu'on veut protéger, c'est beaucoup plus facile de combattre. Quand les pompiers font face vraiment à un mur de flammes avec des flammes d'une trop grosse intensité, il n'y a pas de moyen de combat possible. Donc, vraiment, en limitant le combustible autour des communautés, c'est ce qu'on cherche à faire. On veut aussi limiter les probabilités d'un feu de cible. Ça, j'essaie d'imaginer ça un peu simplement. Souvent, les feux vont se déclarer à la surface, là, dans le sous-bois. Surtout dans les forêts de conifères, lorsque les feux ils vont devenir très, très intenses quand le feu réussit à monter dans les branches, là, avec des petites branches le long du tronc, puis qui finit par monter dans la cime des arbres. Lorsqu'on a un embrasement vraiment des cimes de conifères, c'est là que le feu va développer énormément d'énergie, de chaleur qui va se progresser à une vitesse très importante, puis que souvent dans ces conditions-là, quand on a des feux de cible, les feux, ils peuvent devenir très difficiles à combattre. Les principes qu'on cherche à faire, c'est qu'on veut réduire la densité de combustible autour des bâtiments. On veut aussi briser la connexion entre la forêt, les combustibles végétaux et les structures. Comme on le voit ici en bas, lorsque, en fait, on a un espacement entre les combustibles, bien, en fait, le feu ne peut pas se propager d'un combustible à l'autre, puis ça fait qu'on optimise notre protection. Lorsque, en fait, le feu, aucun obstacle, puis en fait, peut se propager d'un combustible à l'autre, bien, il atteint le bâtiment plus facilement. Comment on s'y prend concrètement? En fait, c'est d'éclaircir la forêt dans les endroits où on a jugé que les forêts étaient les plus exposées au feu. Aussi, élaguer les branches basses des arbres pour justement éviter les feux de cible. Convertir, ça peut être de changer dans des conifères par des feuillus. Diminuer aussi le combustible au sol. Simplement ramasser les branches, ramasser les feuilles mortes, ramasser tout au sol, qu'est-ce qui pourrait permettre au feu de se transférer à la bâtisse. Puis, comme la végétation, ça repousse, puis les branches au sol, il va toujours en avoir quand on habite proche de la forêt, c'est important d'entretenir, d'assurer le nettoyage aussi. En termes de gestion du combustible, il y a vraiment eu une évolution dans les approches dans les dernières décennies, autant au Canada qu'aux États-Unis, un peu partout.
Auparavant, là, ce qui était préconisé, c'est beaucoup l'aménagement de coupe-feu autour des communautés. Ce qu'on faisait, on faisait des larges bandes avec aucune végétation. Puis on se disait, ben, si jamais le feu de forêt approche de la ville, ben, il va arriver dans cette bande-là, il n'y aura pas de combustible, puis ben, le feu va s'arrêter là, puis on est protégé. Ce que ça fait, en fait, ça a amené un faux sentiment de sécurité. Puis, à bien des exemples, ça a montré que ces aménagements-là ne pouvaient pas garantir une protection à 100 notamment à cause du transport de tisons. Parce que quand il y a des feux très, très intenses, comme je le disais, ben, les braises peuvent voyager sur de très longues distances puis sauter par-dessus ces coups-de-feu-là, puis menacer les infrastructures qu'on cherchait à protéger. Un exemple super intéressant ici, la photo ce qu'elle montre, c'est un coup-de-feu qui avait été aménagé à Kawawash-Kamak, qui est une communauté Naskapi, juste à côté de Shefferville, là, dans le nord du Québec. Il y a eu un feu en 2014 qui s'est déclaré vraiment très près de la communauté, là, un feu de bâtiment. Puis rapidement, avec les bons vents, là, les vents qui étaient favorables, en fait, les vents, ben, ils ont poussé le feu en direction inverse de la communauté. Ça, c'était très bien. On voit que le feu s'est propagé. Il a généré suffisamment de tisons pour faire en sorte qu'il y a des nouveaux feux qui ont été allumés l'autre côté du coup-de-feu, puis après ça, le feu s'est répandu à la fin. C'est un exemple qui montre justement que ces structures-là ne sont pas infaillibles. C'est aussi des mesures qui nécessitent de la machinerie lourde qui a un plus gros impact dans le paysage là, également. Ce que la science démontre, tous les experts dans le domaine, en fait, c'est que maintenant, on est mieux de concentrer nos efforts vraiment autour des bâtiments puis des infrastructures qu'on cherche à gérer, selon une approche vraiment bâtiment par bâtiment, un peu selon le principe que le montre la figure ici. Quand on a une résidence ou une infrastructure en bordure de la forêt, c'est de briser la chaîne de connexion entre les combustibles par du contrôle manuel de la végétation. Essentiellement, couper des arbres, réduire la densité de conifères, puis assurer l'entretien du terrain. C'est des méthodes aussi qui sont beaucoup plus douces visuellement que des coupe-feu. Là, j'arrive avec un petit bout aussi sur les lignes d'arrêt mécanisées. J'en ai parlé en introduction. Les lignes d'arrêt mécanisées pour la surfeu, c'est vraiment quelque chose qu'on fait fréquemment. En fait, ce qu'on cherche à faire, puis ce qu'on fait fréquemment, mais c'est très rare qu'on le fait proche des communautés, comme ça a été fait ici cet été. En fait, les lignes d'arrêt mécanisées, c'est une méthode de combat qui est utilisée dans le domaine des feux de forêt partout au Canada, partout aux États-Unis. En fait, ça va être très efficace. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on amène de la machinerie lourde pour faire une séparation des combustibles, pour éviter que le feu progresse, qu'on contienne le feu dans son périmètre. C'est une méthode de protection, ça qu'on utilise souvent en pleine forêt pour limiter la protection du feu, comme quand le feu arrive à cette ligne-là qui est sur du gravier. Bien, en fait, le feu a comme une barrière plus difficile à franchir. Nous, souvent aussi, on déploie des lignes de tuyaux, on vient arroser cette bordure-là, puis on vient diminuer l'intensité du feu pour empêcher le transport de tisons de l'autre côté de la barrière, de sorte qu'on vient bloquer sa progression. L'année passée, il y a des mesures exceptionnelles qui ont été prises autour de votre communauté puis autour de d'autres communautés là, du Québec. Ces mesures-là ont été prises dans un contexte là, où, en fait, les feux ici progressaient à une vitesse très importante, prenaient de l'ampleur. En fait, les feux ils étaient plus forts que nos capacités à les combattre. Fait que même avec les avions citernes qu'on avait, les pompiers au sol, les feux étaient trop intenses et progressaient plus vite que nous, on avait une capacité à les combattre. Puis on avait des raisons de croire que les feux pourraient atteindre la ville, selon les informations qu'on avait. Puis ce qu'on voulait à tout prix, c'est éviter des désastres, puis on ne voulait absolument pas que le feu cause des dommages à Chibougamau. Puis on a ciblé certains endroits, dont l'est de la ville, où il y avait une très grande proximité de la forêt avec les bâtiments. On se disait, si jamais le feu s'approche de la ville, on veut avoir une marge de combat suffisante pour, avec la surfeu, avec les pompiers de ville, qu'on puisse éteindre le feu, le combattre pour limiter sa progression dans la ville. Donc, ce qu'on a fait, c'était vraiment une mesure, si on veut, qui a été faite dans l'urgence, qui a été faite aussi dans des endroits où il y avait une très grande proximité de la forêt avec les infrastructures. Qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? En fait, c'est des mesures de prévention qui sont beaucoup moins lourdes, mais qui visent aussi à éviter de faire des lignes d'arrêt mécanisées comme ça, pour qu'on ait justement des zones tampons autour des infrastructures là, critiques, pour que si jamais on anticipe un feu qui arrive près de la ville, bien, qu'on n'ait pas d'inquiétude parce qu'on va savoir que
le feu va réduire en intensité et qui va moins être menaçant pour les bâtiments. Là, je vous montre quelques exemples de travaux de gestion du combustible qui sont faits selon les approches de prévention. Là, puisqu'on a le temps d'agir, c'est essentiellement des travaux sur le cas qui sont réalisés. Vous voyez ici, c'est le bâtiment municipal de Agouaniche là, sur la Côte-Nord. Il y avait un peuplement très dense de conifères ici à gauche là, du bâtiment municipal. Ce qu'on est venu faire, c'est vraiment réduire la densité, surtout de petits conifères. Vous voyez, bien, il reste encore des arbres. Tous les feuillus sont demeurés en place. On assure une distance suffisante entre les arbres. Comme ça, si jamais le feu de forêt arrive en arrière, bien, vous voyez, là, c'est beaucoup plus épars. Ça fait qu'on s'attend à ce que le feu perde de son intensité. On a assuré aussi une zone non combustible au bâtiment. Donc, le feu n'aura pas assez de combustible pour se nourrir puis enflammer le bâtiment. C'est vraiment ça l'objectif. Vous voyez ici, c'est le même bâtiment, mais vu au sol. Vous voyez de quoi ça a l'air. On avait avant comme un mur d'épinette. On est venu les distancer. On a élagué les branches basses du bas. On a gardé les feuillus. Mais ça reste quand même esthétique. On a une proximité de la forêt. On vient l'ouvrir, on vient l'éclaircir, puis on vient aussi laisser toute la place pour les feuillus aussi de croître pour prendre l'espace dans le feu. Un autre exemple de travaux qui a été fait à Rivière-au-Tonnerre sur la Côte-Nord. Donc, on voit ici, c'est derrière les résidences. On est vraiment bien intervenu sur le conifère, le petit conifère, celui qui est le plus inflammable. Donc, vous voyez, possiblement que les gens en regard ne voient même pas la différence entre les deux images. C'est des interventions qui sont beaucoup plus précises, puis c'est surtout, on les fait quand des interventions comme ça, il faut envoyer des pousseurs, des gens avec des scies mécaniques, des gens sur le terrain. C'est des travaux qui sont beaucoup plus longs. On n'a pas le temps de faire ça en urgence, comme cet été, quand le feu menaçait la ville de Chibougamau, on n'avait pas le temps de faire ça. C'est pour ça qu'on a agi rapidement avec la machinerie lourde. Mais quand on a l'opportunité comme ça de travailler en prévention pour protéger nos communautés, ça limite aussi les interventions qui sont faites en urgence. D'autres petits exemples de travaux qui ont été faits autour du centre communautaire de Ville-Joinville. Donc, on voyait avant là, les conifères qui touchaient littéralement le bâtiment. Donc, si jamais on avait un feu derrière la forêt, le bâtiment aurait eu plus de chances d'y passer. On est venu enlever tous les conifères dans la zone de 10 mètres. Encore là, on a laissé les feuillus en place, on a élagué les branches restantes. Si jamais il y a un feu qui se propage en surface, il n'y aura pas le combustible pour monter là, à la cime des arbres. Une autre image là, du même endroit. Donc, vous voyez un peu le avant-après, l'éclaircissement qu'on a fait là, dans la forêt. Donc, ça, c'était montrer des exemples de travaux. Là. Maintenant, ce qu'on recommande là, pour la ville de Chibougamau, en fait, avec les données qu'on a eues, les données cartographiques, les campagnes de terrain qu'on a réalisées, on recommanderait là, des travaux d'atténuation des risques dans 8 zones jugées prioritaires. Ces zones-là ont été jugées prioritaires en raison de la proximité entre les infrastructures puis la forêt. Les travaux qu'on recommande, c'est les cartes que vous voyez ici dans la salle. On va passer à travers chacune des zones là, plus précisément. En fait, la superficie totalise là, un peu plus de 16 hectares. Donc, en réalisant, en mettant en œuvre ces travaux-là dans les 8 zones, ce qu'on viendrait faire, en fait, c'est protéger là, 175 bâtiments principaux, puis 106 bâtiments accessoires de la zone exposée à la chaleur radiante. Donc, on parle là, de 280 bâtiments présentement qui sont dans cette zone-là exposés à moins de 30 mètres du combustible. On viendrait aussi soustraire 63 bâtiments principaux de la zone qui est à moins de 100 mètres de source de combustible, donc dans la zone de projection de disons de courte distance. Puis, on a aussi des recommandations pour protéger 5 tours de télécommunications, parce que les tours, c'est des infrastructures essentielles pour l'Internet, pour le cellulaire, tout ça. Fait que aussi, c'est important là, dans le temps. Concrètement, pour ces 8 zones-là, ce qu'on recommande, c'est des interventions dans une zone de 30 mètres autour des infrastructures. Ce qu'on recommande, c'est d'éliminer tous les conifères à moins de 10 mètres des biens à protéger. Ensuite, dans toute la zone de 30 mètres, c'est de retirer tous les conifères de moins de 10 cm de diamètre, parce que les petits conifères, les petites branches, c'est plus inflammable. Dans toute la zone de 10 à 30 mètres, c'est ça, de réduire la densité de conifères. Dans cette zone-là, on peut en garder les plus gros en s'assurant une distance entre ceux qui demeurent, une distance de 3 mètres. En gardant cette distance-là, si jamais, par exemple, il y a un arbre qui est en feu,
ben, la distance entre les autres arbres, ben, ça va limiter le potentiel que le feu se transfère là, à la forêt. Aussi, on recommande d'élaguer toutes les branches des conifères qui restent à une hauteur de 2 mètres à partir du sol. Toutes les feuillus qui sont en place peuvent demeurer là. Vous pouvez même en replanter. En fait, il n'y a aucun problème avec les feuillus. On recommande aussi d'éliminer là, tout ce qui est le bois mort au sol, les branches mortes, les brindilles, pour vraiment enlever là, toute cette charge de combustible là, au sol. L'idée, ce qu'on veut faire, c'est un peu encore là comme le monde de la figure là, ici, là, à l'approche des bâtiments, réduire la densité de végétation. Fait qu'on va passer à travers les 8 zones. La première zone qu'on recommande des travaux d'atténuation, c'est autour du secteur du boisé de la côte du réservoir. En fait, ça, c'est un parc qui est en plein cœur de la ville. Il y a une bonne densité de végétation de conifères, surtout dans la portion nord. On voit ici là, la photo ici qu'on a pris par drone, c'est toute cette portion-là ici qui a beaucoup plus de résineux. Il y a une grosse proximité avec les maisons. Puis, lorsqu'on est allé aussi sur le terrain, on a vu beaucoup d'évidence de feu. Il y a des gens qui vont faire des feux à cet endroit-là, fait qu'il y a quand même un certain risque. Un autre risque aussi que je n'ai pas encore parlé, mais souvent dans les causes de feu, c'est des feux de maison qui peuvent se répandre à la forêt, souvent qui est trop proche. Puis ça arrive souvent en fait des feux qui sont causés par des incendies de bâtiments. Fait que si jamais il y a un feu qui se déclare dans ce secteur-là, ben, il pourrait aussi menacer les voisins dans les bonnes conditions. Si jamais justement les conditions de sécheresse devant sont réunies, ben, le feu pourrait se protéger. Fait que ici, pour la zone, on recommande, en fait, c'est environ là, une zone de 2,3 hectares, qui est à 87 là, en terre publique. Puis, 32 lots qui sont concernés là, au total. Vous voyez ici, bon, la bordure rouge, là, la zone rouge, c'est vraiment la zone qui est recommandée. Vous voyez qu'elle est essentiellement présente en terre publique, mais il y a certaines portions aussi sur des terres privées, surtout là où les arbres sont très proches des maisons. Un autre secteur où on recommande des travaux, c'est le secteur des rues Larose et Baudouin, on peut dire dans le côté ouest de la ville. Côté ouest de la ville aussi, beaucoup d'épinettes là, très denses. C'est un peu, on pourrait dire, ben, c'est vraiment le début de la ville, la première rangée de maisons, là, la rue Larose. On voit ici des photos de drone. On voit que c'est surtout sur la portion centrale qu'il y a une bonne densité de végétation là, à proximité des habitations. C'est une zone ici, là, de part et d'autre de la ville de 4,5 hectares, qui est encore une fois en très grande majorité en terre publique, donc à 83 la plupart des travaux qui sont à réaliser sont vraiment réalisés dans le fond des cours, donc sur la terre publique. Il y a quand même certaines portions aussi qui peuvent empiéter sur les terrains aussi privés. Au total, on parle de 16 lots concernés. Troisième secteur, c'est le secteur ouest de la 6e rue. Donc, secteur aussi qui est à proximité d'un nouveau développement résidentiel par chantier Chibougamau. Donc, on parle ici de 20 lots qui sont concernés, 80 en terre publique, 20 en terre privée. C'est un secteur, comme on le voit ici sur l'image, encore là, les images de drone avec une très bonne quantité de résidus. Encore là, à une proximité aussi de la ville, où il peut y avoir aussi des feux de cause humaine qui sont faits dans cet endroit-là aussi, qui pourraient éventuellement, si jamais il y a un feu qui poser une certaine menace. On est toujours sur la 6e rue maintenant, côté est, donc une petite zone à traiter là, de moins d'1 hectare, qui est encore une fois là, en terre publique, là, dans un ordre de 88 là, on a aussi identifié cette zone-là en raison de la proximité de la forêt derrière les bâtiments. Maintenant, on s'en va plus au niveau de l'est de la ville, un petit secteur des Caron et Jourdain, donc derrière l'école Vatican II. Donc, une petite zone de 2,3 hectares pour venir vraiment optimiser encore là, la protection là, du secteur est de la ville, donc protéger aussi tout le secteur là, de l'école. Enfin, on a identifié aussi les tours du Mont-Bourbeau. Il y a quelques tours autour, sur le Mont-Bourbeau qui sont essentiels là, pour les communications, où il y a quand même une bonne densité de végétation autour. Donc, ce serait important d'assurer un contrôle du combustible autour des tours de communication. Un autre tour aussi, c'est un tour au sud de la 6e rue. On le voit aussi où la végétation est très, très dense là, autour de la tour. Donc, encore là, de réduire le combustible, ça viendrait optimiser la protection de l'infrastructure.
Maintenant, la dernière zone où on recommande des travaux de protection, en fait, c'est le secteur du CHSLD Boréal et la station d'eau de la ville. En fait, les deux infrastructures sont très bien dégagées, puis il y a une bonne distance entre la forêt puis le CHSLD et la station d'eau. Par contre, ces deux infrastructures-là, c'est vraiment des infrastructures critiques, des infrastructures essentielles, là, on s'entend. Puis, au niveau du parc, là, sur le bord du lac Villemot, sur cette pointe-là, c'est quand même un secteur qui est fréquenté beaucoup. Puis, encore une fois, quand on est allé sur le terrain, on en a vu beaucoup des évidences de feu. Puis, ben, comme c'est sur le bord du lac, ben, si jamais, bon, dans des conditions favorables pour le feu, il y avait un feu qui se lunaire, qu'il y a des vents qui viennent du lac, qui se propagent au boisé, ben, ça pourrait peut-être mettre en danger les infrastructures. Donc, ça, c'est une recommandation qu'on met vraiment en optique de prévention pour encore plus renforcer la protection de ces deux infrastructures critiques qui sont la station d'eau et le CHSLD. Dans notre étude aussi, on a identifié d'autres secteurs exposés aux feux de forêt. On jugeait bon aussi d'informer la ville par rapport à ça, bien qu'il n'y ait pas nécessairement de recommandations de travaux qui sont faits. Le parc industriel au sud de la ville, à l'entrée de la ville, donc vous voyez ici l'image à droite. Encore là, il y a beaucoup de forêts là, à proximité, de l'autre côté de la traque de chemin de fer. Par contre, il y a eu des travaux qui ont été faits là, début des années 2010 là, par la ville parce qu'il avait déjà ciblé ce secteur-là comme étant un risque de feu de forêt. Fait que les travaux, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu vraiment de réduire beaucoup la densité de végétation. Fait que c'est venu aider. Puis comme c'est un parc industriel, bien souvent, il y a des grands stationnements. C'est des bâtiments de tôle aussi. Fait qu'il y a une bonne distance entre la forêt et les bâtiments. Fait qu'on juge quand même que, bon, bien que le secteur soit exposé, c'est pas il n'y avait pas nécessairement de mesures là, à faire là, à court terme. Un autre secteur exposé au feu, c'est le site de chantier Chibougamau au nord de la ville. Par contre, ben, le site de chantier Chibougamau a fait l'objet aussi de beaucoup de travaux là, de ligne d'arrêt en urgence cet été, de sorte qu'on est venu vraiment briser en fait, réduire la proximité du combustible avec l'usine. Fait que ça, c'est très bien. Puis, le chantier Chibougamau sont en discussion avec la ville sur d'autres facteurs pour optimiser leur protection incendie. Fait qu'encore là, c'est de poursuivre le travail. On s'entend que chantier Chibougamau, l'usine, c'est un site super important pour l'économie de la ville, l'économie régionale. Donc, mais voilà, mais bon, il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont déjà faits là, autour du site. D'autres secteurs exposés autour de la ville qu'on a visités, en fait, c'est plusieurs hameaux résidentiels en périphérie de lac. Il y en a beaucoup autour de Chibougamau. Il y en a qui sont plus entourés de forêts mixtes, d'autres plus entourés de conifères. C'est comme n'importe quelle infrastructure en forêt, finalement, là, en fait, on demeure exposé aux feux de forêt. Donc, pour les chalets, les propriétaires aussi de ces lieux-là en bordure de lac, ben, l'important, ça serait de mettre en place des mesures individuelles qu'on va vous présenter là, en deuxième bloc pour vraiment réduire la vulnérabilité là, de votre bâtiment. Ça fait partie de la réalité de vivre proche de la forêt. Ben, on vit avec un certain risque de feu, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des mesures quand même qui sont faciles à mettre en place pour réduire notre risque. Pour terminer, en fait, aussi, les recommandations qu'on pose, c'est de maintenir une zone d'atténuation à l'est de la ville. Il y a sûrement plusieurs d'entre vous qui étaient là hier pour la soirée de consultation par rapport au réaménagement des lignes d'arrêt. Ça a été mentionné là, par la ville, là, le souhait de maintenir cette zone-là comme zone de protection, pour trouver des solutions qui sont conciliables justement avec la prévention des feux de forêt. Mais c'est vraiment important parce que cette zone-là, si on ne l'avait pas aménagée cet été en urgence, c'est certain qu'elle aurait fait partie de nos recommandations de mesures d'atténuation. Il n'y a aucun doute parce que on le voit ici sur la photo, là, on a un grand massif forestier, principalement composé de conifères, une grosse proximité avec les maisons. C'est sûr qu'on l'aurait proposé. Puis on a fait quelques analyses géomatiques pour voir c'était quoi l'incidence de l'aménagement de la ligne d'arrêt sur la réduction du risque. Puis, en fait, juste par l'aménagement, cette brisure-là dans les combustibles, ça nous a permis là, de retirer là, 92 bâtiments qui se situaient à moins de 30 mètres là, de combustible dangereux. Puis, de retirer là, 280 bâtiments qui étaient soumis à la projection de, disons, de grande distance. Donc, ça, c'est des chiffres qui nous montrent que l'intervention a quand même eu des bénéfices sur la réduction du risque. C'est important à cet endroit-là de maintenir une zone d'atténuation.
Donc, voilà pour la portion analyse de risque recommandation. Je vous serai rendu à la période de questions. On vous inviterait à venir au micro. Louise Agace. Allez-y, allez-y. Bonjour, félicitations pour votre travail. Vous avez fait quand même un bon boulot dans ce domaine-là. On sait que le résineux, ça représente un bon risque à l'entour d'une municipalité et dans la municipalité. J'ai quelques questions quand même. Moi, j'habite sur la 6e rue. Il y a une portion vraiment de résineux qui est assez dense. Quand je suis arrivé en 1982, il n'y avait rien. Il voyait un bout. Donc, on va procéder à prélever des billettes. J'ai bien compris, c'est l'éclaircissement. On va quand même protéger le 30 de l'eau qui est un feuillu. Une fois que l'éclaircissement va être fait, est-ce qu'on a pensé à long terme, c'est-à-dire de replanter un petit peu de feuillus pour empêcher que le conifère reprenne à ce niveau? Est-ce que ça a été prévu là-dedans de replanter des semis de bouleaux ou de 30 peupliers viriles? Bien là, présentement, nous, ce qu'on émet, c'est des recommandations. Tout le volet, justement, planification des travaux, puis réellement, qu'est-ce qui va se faire sur chacune des parcelles. Il y a un travail de planification qui demeure là, à faire avec la ville, mais assurément que dans nos recommandations, tout l'entretien, éviter la repousse de conifères à long terme, je le disais, la végétation, ça repousse. Fait que si on veut garder cette protection-là, il faut l'entretenir, puis justement, en privilégiant des feuillus, en replantant certaines essences qui vont faire compétition aux résineux, puis en enlevant justement cette régénération de petits résineux. Il va falloir que ça soit entretenu effectivement. Fait que ça, c'est comme prévu un petit peu, c'est pensé. Bien, on le prévu, c'est pensé. On le recommande, mais encore là, il va falloir le prévoir. Puis, je ne sais pas si Mme C voulait poursuivre avec justement les prochaines étapes. La Ville va aussi. En fait, nous, les recommandations qu'on vous présente ce soir, on les a présentées à la Ville. Ça va faire l'objet aussi d'un rapport final qui va leur être présenté dans les prochains mois. Puis, il y a toute une étape aussi que la Ville va s'asseoir, on peut gérer tout ça, puis se faire un plan de match pour la suite. Puis, lors justement de la planification des travaux, bien, toutes ces questions-là sont vraiment comment ils vont se réaliser, puis l'entretien, bien, ça va être précisé. Mais évidemment que ça fait partie de nos recommandations, l'entretien. Comme première mesure de prévention pour la municipalité, je pense que c'est très bien ce que vous avez présenté à soir. Mais si on regarde un petit peu plus loin, on sait que vous êtes dans les feux de forêt, on sait qu'un feu en tête de cible, quand ça s'en vient, ça ravage puis ça propulse. Même des lignes de feu, comme on a fait ici en arrière de la et tout ça, ça reste qu'il y a quand même une grosse population de résidus dans l'air. Est-ce qu'on a pensé d'atténuer ça un jour, c'est-à-dire d'enlever du prélèvement pour une bonne distance de la municipalité, que si un feu arrive de l'extérieur, avant qu'il soit rendu à la municipalité, qu'à 1 km d'ici, ils ralentissent? Est-ce qu'on a prévu ça aussi dans les événements futurs, dans 2 ans, 3 ans? Bien, présentement, là, comme je le disais, les approches pour la protection des infrastructures des bâtiments, l'idée, c'est ça que les recherches démontrent, il faut concentrer nos efforts vraiment proches des bâtiments. En fait, là, c'est là qu'on vient optimiser notre gain sur le risque. Fait que les interventions plus proches de la communauté, le potentiel de protection, il est moins évident. C'est ça, la recherche, surtout à cause du transport de tisons, tu as bien beau faire des interventions là, dans un gros rayon de la ville. Si finalement les tisons atterrissent à proximité du bâtiment, que là, il y a du combustible, ben, le bâtiment peut être à risque. Fait que nous, les mesures, on suit vraiment les lignes directrices, là, autant au Canada qu'aux États-Unis, pour vraiment concentrer autour des bâtiments. En même temps, il y a toute une réflexion présentement aussi au gouvernement du Québec avec l'adaptation des forêts au changement climatique, entre autres les rendre plus résilientes aux feux de forêt. Dans les années à venir, il va peut-être avoir des orientations en ce matière-là. Mais ce volet-là est plus à l'étape de réflexion au niveau du ministère des Ressources naturelles et des forêts. OK, c'est bien, parce qu'on sait que les tisons, ça peut voyager jusqu'à 1,5 puis 1 km. Exactement, oui. Et quand c'est une ligne au feu de 150 mètres, c'est une ligne au feu, mais plus loin, quand ça s'en vient, ça ravage, puis en pousse, avec des vents de 35-40 km/h, ça devient assez violent. Mais de là, l'importance aussi de s'assurer que le bâtiment soit prêt à subir une attaque de tisons, là, si on peut dire comme ça. Il faut penser aussi un peu plus loin. Oui. C'était mes questions. Peut-être, M. Paquet, je me mettrais aussi un complément d'information, puis mes collègues corrigeront, M. Landry. Ce qu'il ne faut pas oublier, l'objectif, c'est d'améliorer la capacité ou de réduire les risques d'incendie. Notre service de pompiers est là, le feu, la base est là, mais c'est de rendre la vie plus facile que si jamais le feu s'approchait pour justement diminuer les risques. Et ça, aujourd'hui, on vous présente le plan, on prend vos questions, vos commentaires. Mais là, la grosse question, l'ouvrage va commencer, c'est comme le matin, sinon après-demain, pour évaluer les coûts de tout ça,
voir comment on s'y prend. Pour les mails d'exploitation de la structure, c'était d'avoir la priorisation. Qu'est-ce qui était l'essentiel à faire à court terme? Ouais, à court terme, c'est très bien. Très bien à court terme. Et moi, j'en connais un peu plus long terme aussi. C'est ça. Un petit peu plus loin. Et Mais c'est faut le que ça aille. commercial. Les jours, vous savez, M. Paquette, quand je me suis mis à chiffrer un peu ce que ça valait comme investissement, juste faire des recommandations dans les quelques années, peut-être une augmentation de budget. Là. On a des programmes du gouvernement, c'est un projet pilote, le pilote du gouvernement, avec les gens du ministère. Il va falloir parler aussi avec les gens du ministère des Forêts. Parce que là, dans ma tête, tout le monde, on ne s'en va pas faire d'éclaircissement sur le terre public. Il faut avoir un permis du ministère, il faut avoir un peu ce peu. Hein. M. Bergeron est là, c'est pas pour rien, là, parce qu'il nous surveille lorsqu'on dit. Mais c'est sûr que même matin, on ne peut pas tout le monde aller commencer à faire des exercices autour de notre terrain qui ne nous appartient pas. Donc, on va procéder aussi à établir rapidement avec les gens. Parce que à plus long terme, ce qui est plus loin, c'est une forêt commerciale, surtout du côté de la rue Tremblay, par un hôpital. Et vous savez, ce bois-là peut être vendu, puis les coûts, on rentre dedans. Là. On a déjà rentré dedans dans le passé, on devrait rentrer encore dedans. Oui, mais oui, bon, oui, mais écoutez, on n'est pas là. On a fait de l'argent. On n'est pas là. Donc, Le mec va être intéressant de regarde les dessus. on ne sait pas trop quoi. Là, plus sur la maison, tu vas voir, ça casse, moi, vous allez voir, c'est déjà pas mal. Bonne chose, mais il faut regarder ses futurs. D'autres questions, commentaires, je ne dis pas. Ça va, ça, c'est très important. Puis après, là, quand on aura fini de faire des interventions, on pourrait discuter, les gens de ce sont là. On est là aussi pour discuter avec vous. C'est sûr qu'on a mis les cartes en attendant. Je vous invite à venir poser des questions à vos commentaires. Monsieur? Bonjour. Non, c'est. Bonjour, mon nom c'est David Gagnon. Là, je vous présente en tant que citoyen. Donc, ma question s'adresse plus au niveau de la municipalité, au niveau du plan d'intervention. Si vous avez comme l'intention de collaborer avec les citoyens, comme que vous êtes à pouvoir informer où qu'on s'en va avec tout ça, puis peut-être promouvoir une collaboration avec les résidents. Eux qui connaissent bien le terrain peuvent faire le ménage du fond derrière chez eux, si c'est possible. Le plan d'action suit juste toutes les étapes. Je comprends que là, on a. On a commencé par M. Gaillon du chéri de plan. Ouais. On a du chéri. Mais je vais vous avouer que tout le monde, mais sauf que la volonté est là. Ce soir, c'est une première étape. D'abord, vous informer qu'est-ce qu'il y en a. Puis après ça, regarder justement, c'est quoi l'estimation, qu'est-ce qu'on peut faire. Hier, il y a un citoyen qui disait, ça, c'est un projet collectif, on devrait regarder, voir quelles sont les entreprises et les organisations qui voudraient participer. Votre invitation à encourager peut-être la participation citoyenne avec certaines modalités et règles. Bon, ça fait des choses qu'il faut regarder, effectivement. Parce que l'objectif aussi, c'est d'entretenir dans le temps. Ça, justement, si on fait l'importance, ça peut aider ce côté-là. Donc là, je comprends bien, le plan d'action n'est pas élaboré, on prend les mesures, les propositions dans ce feu. C'est bien. Mais tu ne peux pas commenter la question sur le plan-là. Dans le fond, on ne fait pas ça juste pour bien paraître, pour vous présenter. On a vraiment l'intention de procéder avec des évaluations pour arriver à la suite des choses. Oui, voilà. Bonsoir, Christine Dallaire, demeure sur la 6e rue. Je veux savoir, en tant que citoyen, est-ce que je vais avoir regard sur quel arbre, parce que moi, sur mon terrain, j'ai l'arbre que j'ai. Savoir si le citoyen va avoir regard, quel arbre qu'on garde, lesquels qu'on enlève, parce que je suis clôturée, mais j'ai des arbres sur mon terrain. Ça va être du cas par cas, je présume. Hein? Ben, ça reste le plan de match reste à définir, là. Mais tu sais, c'est sûr que sur les terrains, ce qu'on cible, là, c'est beaucoup le conifère de petite taille. Tu sais, un 10 cm, c'est pas très gros. Là. Fait que, c'est surtout ça qu'on cible dans une zone de 10 mètres de la résidence. Puis, tu sais, comme vous êtes à proximité de la forêt, c'est un peu, c'est ça, pour optimiser la protection. Si jamais il y a des décisions qui arrivent, que les conifères proches de la maison, ben, c'est les risques qu'on veut éviter. Puis, sur votre propriété, ben, il y a moyen, par exemple, s'il y a un conifère, que vous devez sacrifier, ben, de replanter un feuillu ou un autre récent. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous en termes d'aménagement paysager. Mais c'est vous qui allez venir couper les arbres. Non, c'est ça. On a travaillé tout le monde ensemble. On a travaillé tout le monde ensemble. C'est ça. Il n'y a personne qui va dire plus mon nom. Il n'y a personne qui va me dire plus pour l'instant. Sauf que je vais écouter attentivement. L'objectif qu'on a, c'est de vous présenter la situation.
regardez avec vous autres, c'est quoi qu'ils nous recommandent. Puis c'est basé sur la science. Hein, c'est pas, on n'a pas vu ça dans nos urines à matin. C'est vraiment basé sur la science. Puis les développements qui sont passés les dernières années, les 15 dernières années, on a vu comment ils ont pu développer les techniques. Puis après ça, on s'assoit avec le service incendie, l'équipe technique, ça que bienvenue là, Alain, les gang, pour voir la suite des choses. Comment on fait, comment on procède. Quand vous nous dites, moi, on veut avoir besoin de regard, on va être capable de regarder. Puis écoutez, on vit tous à Chibougamau. On aime vivre ici parce qu'on est entouré de la nature. Ouais, ben c'est ça. Quand on ne s'animera pas un grand désert autour de Chibougamau, ce n'est pas ça l'objectif. Ce qu'on aimait aussi des mesures que Simon et l'équipe présentaient, des choses relativement simples à faire. Mais c'est des coûts assez importants, onéreux. Fait qu'on va regarder comment on peut les travailler tout le monde ensemble. Ça va devenir pratiquement du cas par cas à un moment donné. Oui, On est prêt. c'est ça. Sauf qu'il y a du travail qui va être fait peut-être plus intense autour des bandes, c'est terres publiques. C'est de voir comment on va faire, comment on va procéder. Puis c'est sûr que je pense que tout le monde a intérêt à regarder dans sa cour qu'est-ce que les attendons. C'est le matin, si vous êtes toute la gang, puis vous faites ça, puis vous dites on débarrasse les épinettes, puis on n'a pas rien résolu. Je pense qu'il faut le regarder froidement, rationnellement, c'est vrai que c'est une bonne histoire. J'ai envie de vous mourir d'envie de dire quelque chose. Il faut absolument que vous parlez. Ça va pour moi? On voit rester plus. Je veux simplement vous rassurer, sur les terrains privés des citoyens, la ville n'aura pas de d'art. C'est vos terrains, c'est à vous autres. Avec la présentation de ce soir, vous êtes en mesure chez vous de faire vos travaux demain matin si vous voulez, puis nous, vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. Qu'est-ce qu'on parle des recommandations? C'est sur les terres publiques. Qui n'est pas sur votre terrain. On est en arrière de chez vous. Il y en a des gens qui c'est collé à la terre publique, il y en a d'autres qui c'est un peu plus loin. Mais sur vos terrains, soyez sans crainte, la ville ne va pas couper un arbre sans votre autorisation. C'est chez vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'habite sur la côte du réservoir. Ça fait maintenant plus de 20 ans que j'habite cette place-là. Puis je peux vous dire que les premières années que j'ai été propriétaire de cette maison-là, il y avait souvent des jeunes enfants qui venaient se faire des feux dans la montagne et que j'ai dû aller envoyer et éteindre leur feu parce que j'avais peur que ça se propage. Avec le temps, ça s'est éclairci. Et la Sûreté du Québec est venue à quelques reprises, ainsi que les polices municipales, pour envoyer des enfants qui avaient des gravures, qui essayaient de faire des feux et tout ça. Et avec le temps, tout a rentré dans l'ordre. Et puis, je vais en profiter pour remercier les gens qui se sont occupés de. Donc, ça vaut la peine dans nos cours de ne pas avoir de feu à l'intérieur de nos maisons qui nous rendent inquiets. Et puis, c'est ce que j'avais à dire. Merci, monsieur. Puis c'est le fun, la prévention, c'est une affaire de tous. Fait que merci d'avoir intervenu là, dans le temps. C'est parfait. Bien, je n'avais pas sur la CNRE. Je regarde quelqu'un sur la CNRE qui peut faire ce soir. La question était, est-ce que pour les arbres qu'il y a sur son terrain, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir l'accompagnement s'il veut faire, mettons, de la être préventif? Est-ce qu'on va avoir des ressources pour nous aider à identifier l'arbre qu'on va couper et l'arbre qu'on peut garder? Est-ce qu'il va y avoir des ressources pour nous aider là-dessus? J'ai une deuxième question complémentaire, je vais vous la poser tout de suite. Vous savez qu'avec les Chibougamau, on va avoir un permis pour abattre un arbre. Est-ce qu'on va avoir des exceptions sur les permis d'abattage d'arbres? La réponse à la question, c'est oui, mais comment ça va se traduire, comment ça va se développer, on y va là ce soir. Okay. Pas à l'accompagnement. Okay. Deuxièmement, c'est important quand vous dites qu'il faut avoir un permis. Un permis pour abattre le bois, que ce soit dans le cours ou sur la terre publique. Oui. Il ne faut surtout pas aller sur la terre publique sans avoir l'autorisation du ministère. Ah, M. Bergeron, je devrais dire à tout le monde. Mais même sur le terrain, normalement, même sur le terrain de la municipalité, si je veux abattre un de mes arbres, je dois demander un permis. Oui. Alors là, vu que c'est une obligation d'abattre certains arbres, est-ce qu'on va t'exonérer de ce permis? Alors, il faut peut-être le prendre dans votre plan d'action. C'est une bonne question. Ce que vous nous dites, c'est est-ce qu'on pourrait avoir l'autorisation en fait obligé de payer?
C'est une obligation. Je sais, la facture n'est pas énorme là, pour le permis. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? On peut m'obliger à battre un arbre, donc je ne peux pas payer pour. Vous comprenez? Mais moi, ce que je veux surtout qu'on s'assure, c'est qu'on fasse ça dans l'ordre, tout le monde ensemble, en partenariat. OK. Ça, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé. Merci, madame. Puis on prend les notes aussi, en passant. Oui. J'ai peut-être un élément pour compléter là, par rapport à l'accompagnement. En fait, à la SOPUB, on a différents outils là, pour les propriétaires qui souhaitent mettre en place des mesures de protection individuelle. On a un nouveau dépliant qu'on a lancé environ un mois. On a beaucoup de copies là, en avant. Fait que justement, si vous voulez avoir de l'information sur comment aménager votre propriété, c'est quoi justement les arbres à cibler, les mesures à mettre en place, ben, déjà là, ça vous donne des bons outils. Puis on a une page web aussi qui comprend plusieurs conseils pratiques pour les propriétaires là, qui peuvent être utilisés. Puis ce que je comprends également, il faut mettre à jour notre réglementation par rapport à toute cette question-là. Quels arbres sont favorisés à planter et qui sont recommandés dépendamment des secteurs. Monsieur, vous avez une question complémentaire? Jean-Luc Gagnon, citoyen, j'aurais une question, monsieur la SOPFEU. Dans le fond, juste pour éclaircir les travaux, ça ne sera pas comme les coupe-feux qu'on a fait à l'Est. Ça va être plus des travaux de débroussaillage, de lagage, d'éclaircie. Puis, ça serait quoi? C'est quoi les largeurs par rapport, mettons, en excluant le terrain des personnes? C'est la bande que vous allez travailler derrière le maison. En fait, ce qu'on sait, c'est une zone de 30 mètres où on vient réduire la végétation, puis c'est vraiment des travaux manuels, fait qu'il n'y aura pas de machinerie lourde, puis ça ne sera vraiment pas du tout comme les lignes d'arrêt mécanisées. Fait qu'on parle vraiment d'une zone d'intervention de 30 mètres à partir des bâtiments pour la forêt en fait. OK. Parce que dans le fond, moi, j'ai travaillé ça pour les coupes qui ont été faites tout autour de la ville. J'ai reçu pas mal. Est-ce que je peux le voir, on serait peut-être. Est-ce qu'on serait mieux de visualiser l'urgence avant d'agir en urgence? Je comprends que ça va atténuer le risque d'incendie vers les maisons, mais là, si, mettons, il arrive une autre affaire d'urgence comme on a eu cet été, est-ce qu'on va être obligé d'aller travailler, mettons, dans le côté ouest ou dans le côté nord, ou est-ce qu'on a juste fait des mesures qui ont été bonnes visuellement? Ben non, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, là, c'est que l'année passée, on a intervenu, nous, avec la machine lourde, avec votre aide, tout le côté est et le côté nord de chantier Chibougamau, parce qu'il y avait un feu au nord qui menaçait la ville, d'autres feux aussi à l'est. Mais justement, toute la portion sud, la portion ouest, ben, il n'y avait pas de menace directe, fait qu'il n'y a pas fait d'intervention. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est d'analyser, c'est où les autres endroits qui pourraient être menacés par un feu, peu importe sont où, aux alentours de la ville. Venir faire des zones tampons entre les bâtiments puis la forêt pour éviter justement en urgence que si jamais il y a un feu dans ces endroits-là qui sont menacés, éviter d'envoyer de la machinerie lourde pour séparer le combustible des maisons. Quand j'étais là l'année passée, j'étais aux premières loges quand on a soumis ce plan de protection-là à la municipalité avec les lignes d'arrêt, c'est parce qu'on en venait avec la conclusion que la forêt est bien trop proche des bâtiments, il y a beaucoup de trop grande densité de combustible, et que si jamais le feu s'approche, ça va être extrêmement difficile de le combattre, limiter les pertes. Mais si jamais on referait cette étude-là dans un contexte d'urgence, peut-être pas cette étude-là, mais cette analyse-là vraiment rapide, qu'on tomberait vraiment sur des parcelles mixtes, où il y a vraiment une diminution de combustible, ce ne serait pas pertinent, ce ne serait pas nécessaire d'envoyer de la machinerie lourde. Et nous autres, on préconise aussi de l'aménagement préventif comme ça pour ne pas intervenir en urgence, puis qu'au lieu de travailler à envoyer de la machinerie lourde pour éviter que le feu passe dans la communauté, on travaille plus sous le feu pour limiter sa progression. C'est sûr, ce que je voulais dire dans le sens, c'est que l'efficacité des coupe-feux qui ont été faites à l'Est vont probablement, s'ils sont bien aménagés, mettons qu'on plante des trampes ou peu importe, des feuillus dedans, vont être beaucoup plus efficaces que le petit jardinage qu'on va faire du côté est de la ville, côté ouest de la ville. C'est une très bonne question. En dirait, c'est la réponse, là, je ne peux pas m'avancer parce que ça prendrait une étude un peu plus poussée là, pour voir ça. Mais assurément que la protection va être optimisée là, en reboisant un feuillu. Mais les études le montrent, en fait, on l'a vu, le diagramme, c'est quand on vient là, théoriquement là, réduire la progression, là, la densité de combustible, le feu va perdre de son intensité. Le feu, ça prend du combustible pour le nourrir. S'il n'y en a pas, il va s'atténuer. Dans ta ligne de 30 mètres, dans le fond, tu vas garder tous les arbres ayant 10 cm à la souche et plus, tu vas les laisser debout, tu vas les élaguer. C'est ce que tu disais que tu allais faire. En fait, dans la zone de 10 mètres, on enlève idéalement tous les conifères. Puis dans le 10 à 30 mètres restant, on peut garder les conifères les plus gros, plus que 10 cm.
de diamètre, en les espaçant d'au moins 3 mètres, puis en élaguant les branches du bas. C'est important d'assurer une distance entre les arbres, justement, parce que si jamais le feu, ben, il s'en vient, ben, que le feu ne se transfère pas d'une cime à l'autre. Mais on a vraiment une bande là, de 10 mètres, là, exemple là, de combustible. Et puis ensuite de ça, toutes les queues de fer que tu vas couper à des sérieuses, qu'est-ce que tu vas faire avec, disons, tout, ça va faire des débris à terre, tu vas toujours les transporter à bras. Oui, ben, il y a deux façons qu'on suggère. C'est soit des déchiquetés sur place. Les déchiquetants sur place, souvent, ça, ben, en fait, on peut les laisser quand il y a une quantité là, raisonnable, puis ça va garder de l'humidité, puis ça va se décomposer, fait qu'ils peuvent rester en place. Ou bien l'idéal, quand on peut, c'est les sortir, les composter, puis les amener là, ailleurs du site. Mais évidemment, toutes les branches, les résultats, il faut que ça sorte parce que s'ils restent en place, ben, c'est du combustible. Fait qu'il faut le gérer. Mais dans plusieurs projets qu'on a accompagnés sur la Côte-Nord, les villes se sont dotées d'une déchiqueteuse puis de faisaient là, sur place. Ça contribuait éventuellement à l'humus aussi. Là. Je vais juste souligner un point à Madame la mairesse, c'est juste qu'il faudrait voir l'efficacité du jardinage qui va être fait à l'ouest versus l'efficacité qui a été faite à l'est. C'est sûr qu'au coup d'œil, premièrement, c'est pas beau, c'est sûr, mais la forêt va reprendre. C'est juste pour ne pas faire des travaux en double. Oui, c'est vrai que c'est des frais, ça coûte cher à l'est, mais si on fait 2 fois des travaux parce qu'on est obligé d'aller agir en urgence à l'ouest parce que c'est là que la forêt est vraiment collée. Moi, je dis que ça arrive au loin. C'est de la forêt, là, les chemins forestiers sont directement en arrière. Fait qu'on est beaucoup plus collé que, disons, mettons, aussi à l'est. Oui, il y en a, mais il y a des lacs. Là-bas, on est vraiment collé à un premier lac. C'est juste pour souligner ce point-là, de ne pas faire des travaux en double. C'est sûr que c'est un coût qui est assez faramineux, mais je pense que, ben, mon avis en moi, ça serait peut-être d'agir une fois, mais efficacement. Ça doit être efficace aussi, mais. On pense que c'est efficace. Puis, tu sais, si jamais il y avait un feu qui s'approchait à l'ouest, qui menaçait, tu sais, nous, je le disais, les lignes d'arrêt, ça fait partie de nos méthodes de combat, mais la ligne d'arrêt, on la ferait plus proche du feu, on la ferait justement dans le bois. On utiliserait probablement un chemin forestier qu'on viendrait élargir. On ne le ferait pas sur le bord des maisons, parce que les bords des maisons, on le sait qu'on aurait une zone tampon, puis qu'on serait moins stressé que le feu, se propage, là, qu'il n'y aura pas d'interruption. Fait qu'on est confiant là, que la protection sera optimisée. Là. Okay. C'est bon, c'est tout pour ma question. Puis ce que je comprends avec la discussion qu'on a eue hier avec les intervenants, dans la bande mécanisée, si on ne met pas du feuillu, dans quelques années, la forêt va reprendre son droit. Donc, ce n'est pas l'objectif, c'est de vouloir la pérenniser, cette bande mécanisée, ça, puis l'aménager pour que ça soit avec du feuillu, puis intéressant en termes de protection également. D'autres questions, commentaires? Bonjour Mathieu Chap, moi j'ai une question qui était plus en rapport avec le plan potentiel d'évacuation. Si jamais ça venait à se reproduire, la personne est évidemment. Mais avec, suite à l'expérience qu'on a eue de l'année dernière, je voulais savoir à partir de quel degré, quels étaient les critères d'évacuation qui allaient être proposés aux citoyens, afin de savoir s'il allait y avoir comme une évaluation de degré par rapport aux personnes, par exemple, qui auraient des animaux, qui auraient des animaux à grosse taille, ou qui auraient besoin de planification pour Ça, je sais qu'on a travaillé là-dessus avec les gens de l'année et de l'équipe des incendies. Il faut comprendre, l'année passée, d'ailleurs, c'est Simon, hein, qui à 4 heures le soir nous disait, le pire scénario, c'est-à-dire l'évacuation, c'est vendredi matin. On est parti tranquillement. 7h moins quart, je m'appelle, hein, il faut évacuer. Tu me jokes, j'ai pas le temps de joker, mais vous en entendez. Et là, on m'a dit qu'il faut détaler les gens d'urgence. C'est ça la réalité qui s'est passée. J'ai dit, je me vois le SAPEC, on va la mission. Il me dit, matin, je n'ai pas dit tout à fait ce mot-là, mais ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui se passe? En 2h30, et les feux ont monté de plus de 20 km. 2, la surfeu, l'équipe n'était pas capable de nous garantir qu'il y avait un contrôle sur le feu. Parce qu'il faut comprendre que la surfeu, qu'est-ce qui fait qu'on a pu revenir? Il nous disait que du côté du flanc ouest, les fenêtres étaient favorables, il y avait un certain contrôle, il y avait des équipes pour maintenir le feu à distance. Mais c'est ce qui s'est passé. Les vents étaient intenses, donc il a fallu déclarer la maison. Puis dire feu un peu. Mais ça, dans une vie de mère, c'est la pire affaire, la pire décision de prendre, c'est la dernière chose qu'on veut. Cette année, les districts sont divisés, on a pris l'expérience. Ça a l'air drôle à dire,
L'année passée, ça a été une maudite bonne pratique. Comme citoyen, hein, comme conseil, comme équipe, les gens de la SOFA, tout le monde, ça a été impeccable. Est-ce qu'on veut leur vivre? Non. Non. La SOFA sont venus nous rencontrer. L'équipe sont ici depuis un mois d'avance. Les lacs sont encore calés, je pense. En moins, c'est calé en fin de semaine, mais celui que j'ai contact sont calés. Donc, les canceaux vont arriver, puis on va être protégés. Puis on va travailler tout le monde ensemble pour se protéger. Il y a une rencontre aussi de fait avec les gens de la santé pour voir un peu les effets d'évacuation. Il faut comprendre que l'objectif, c'est pas de vous évacuer à tous les années. Puis moi, je touche à du bois. On l'a fait l'année passée. On n'a pas nécessairement besoin de le refaire. Mais on verra. Est-ce qu'il serait possible donc de partager avec les citoyens un potentiel plan, si jamais ça devait arriver, afin de pouvoir prévoir pour les personnes qui ont de logistique En fait, cette semaine, on était à Salon du commerce, puis dans le fond, les communications qu'on va avoir, c'est beaucoup de se préparer au cas où. Puis il va y avoir de l'information qui va être transmise, il va y avoir des éléments qui vont être bons. Tu sais, comme moi, chez nous, ben, les papiers importants sont tous dans le sac. Le sac est déjà prêt. Il n'est pas dans la voiture, mais au moins il est prêt. Mon chum, puis moi, c'est ce qu'il est. C'est ça. Puis il y a certaines pratiques qu'on a à avoir. Mais au fur et à mesure, on va donner l'information, puis les communications aux citoyens, effectivement. Merci. Madame Compartiment, vous voulez ajouter un élément d'information fondamentale? Bien, en fait, c'est extrêmement spécifique que, bien sûr, que nous, on se prépare, on a un plan, le plan a été révisé, c'est des discussions qu'on a sur une base assez régulière. Par contre, dans une situation d'urgence, ce qui est important de comprendre, c'est le meilleur des plans. La situation d'urgence n'est jamais comme dans le livre. Donc, je pense que l'important, c'est comme chaque citoyen, chaque famille doit avoir, ce que Mme Cyr disait, doit avoir un niveau d'être prêt, de prendre certaines dispositions, un certain niveau de préparation de base. Par contre, la situation d'urgence parfaite, elle n'arrive pas. Donc, ça fait très difficile si on, par exemple, on rendait public un plan avec des étapes précises, puis que ça ne se passe pas du tout comme ça dans la réalité. Ça pourrait certainement être apporter plus de confusion que d'assurance aux citoyens. Alors, on fait au mieux, je dirais, on s'est retrouvé dans une situation encore mieux avec les informations qui est sécuritaire de diffuser. Parfois, c'est tellement désorganisant, on le sait, là, vous avez pris, tout le monde a été désorganisé l'année passée. Je pense que ça se reproduirait demain. On serait beaucoup plus près dans nos têtes, parce qu'on serait aussi désorganisé. Probablement, oui, dans un certain niveau d'organisation. Voilà. Mais on comprend tout le monde que la cause des feux, c'est principalement humain. On comprend, je pense qu'on a toute une sensibilité par rapport. Moi, j'aime bien ça, les types qui ont fait le foyer dans ma cour. Ben, quand la SOFA va me dire qu'il y a un risque élevé, même si je suis en ville, je vais tout de suite, on va en développer, je pense, de cette expérience-là, des habitudes comme individus. Mais collectivement, puis c'est rare qu'on se pète les bretelles, mais Vathès gagne en réalité bon, maudit. Vous êtes sortis, oui, ça a été long, oui, c'était l'enfer, mais en même temps, on a fait ça de façon exemplaire. Moi, le lendemain matin, je me suis levée, j'avais des citoyens que je trouvais extraordinaires. On n'a pas eu d'accident, tout le monde a écouté, tout le monde a sorti. On ferait ça différemment, on ferait ça mieux encore la prochaine fois, mais ça n'a pas été à dire, on a pu se pratiquer. Et je ne veux pas trop qu'on parle de ça ce soir, parce que je veux surtout qu'on parle comment on peut encore mieux se préparer, puis mieux se prévenir par rapport à l'aménagement qu'on peut faire pour protéger notre communauté. Là, vous n'avez pas d'autres questions, parce que là, vous êtes tranquille. Là, vous êtes pas mal plus tranquille que les gars du conseil. Hein? Ça m'a l'air un peu plus, je pensais qu'ils nous étaient tout dans le vide, puis ils ne disaient pas de questions. Là, mais vous êtes vraiment à gang, pas mal plus tranquille que là. Je ne sais pas, je n'hésite pas, là, on va voir les cas, on va ouvrir les lumières, on va pouvoir jaser. Mais si vous avez d'autres questions, commentaires, monsieur, je ne vous pas ce temps, surtout que là, la gang de la SOFA sont là, là. On les a sous la main, si je peux le dire. Mais là, c'est une petite partie aussi des conseils généraux, mais après ça, on prendra le temps encore là de prendre des questions puis jaser avec vous. Là. Luc Leblanc, je suis présenté hier soir pour la même raison. Des propositions, on peut comprendre que ce sont des propositions de plan d'intervention.
en ce moment, il faut comprendre quoi qu'il essaie que c'est pas la panique, comme on a eu l'année passée. Maintenant, ce que j'aimerais entendre, c'est qu'on peut être faire peut-être secteur par secteur, intelligemment, avec tranquillité et avec respect des citoyens qui sont autour. Enlever les résineux, oui, mais de les remplacer par des feuillus au plus vite, toujours au plus vite. Parce que les éléments naturels se battent contre la régénération naturelle, qui est du arbre rouge, de l'on, du saule, du cormier. C'est toutes des choses qui ne poussent pas plus haut qu'ici. C'est des petits arbustes. Et ça s'appelle compétition avec le peuplier flottant. Je vais en revenir hier. Le peuplier flottant, c'est la meilleure essence qu'on a ici, qui est native d'ici et qui pousse très rapide. C'est pareil pour les bandes de protection qui sont déjà coupées en ce moment. C'est qu'il faut déjà devancer la nature, parce que la nature va s'installer, cet été, elle s'installe. L'ordre rouge, comme je le dis, du saule, ça s'appelle des compétitions. Et puis, c'est très, très féroce comme compétition, les framboisiers autour. Il faut penser aussi à ceux qui vont travailler en sylviculture, les planteurs d'arbres qui vont travailler là-dedans, qui vont se ramasser dans une bouche nouée jusqu'ici. C'est très, très dur de planter. Bon, je peux vous parler, de plantation, c'est un domaine que je connais un peu. Mais c'est ça, il faudrait se battre contre un peu comme Dame Nature en ce moment, parce que peut-être comme nous autres, on va installer d'autres choses qu'on voudrait, et qui n'aura pas de rendement d'ici 20 ans. Et puis, il faut penser au rendement qu'on a, dans le rendement très proche, qui est 20 ans. Dans 20 ans, un peuplier vautran a une bonne hauteur, et puis c'est bon. Mais si une compétition, on va ralentir de 10 ans, 15 ans, 12 ans, là-dedans, avant que la compétition naturelle se passe. Et c'est pareil pour les petits halos en plein centre-ville. Il faut comprendre que ce n'est pas des gros halos, ça se peut qu'il y ait un peu là, ça se pourrait. Mais on ne se battra pas contre un monstre. On s'est battu contre un monstre l'année passée. Et je me demande pourquoi que la courte, la scarification qu'on a eue en plein milieu de ville, pourquoi elle n'a pas été faite. En tout cas, c'est déjà fait. Mais ce que je vous propose, c'est vous avoir une autre opération McKinsey en avant-plan. Et pour combattre contre les feux sur monstres qui arriveraient. On a déjà une route. C'est le lac à la truite, tout ça, Bourbeau, tout ça. Si on pouvait peut-être bien élargir d'un côté ou de l'autre du chemin. On a un lac Bourbeau qui est à côté, qui est une bonne réserve d'eau. Il n'y a pas de roche au centre. Le ciel 415, il peut tanker son eau comme il veut, pratiquement. C'est proche de la ville. Et puis sinon, il y a le lac Audrey qui est à côté. Mais déjà d'élargir cette bande-là, je parle de secteur, je ne connais pas le secteur, là, mais c'est la qualité, tout ça, c'est déjà un très bon front. Un très, très, très bon front. Il y a déjà un chemin, et puis, soit c'est l'intervention au sol qui est plus efficace qu'un 415, on est déjà sur une route. Parce qu'on parle de la sauteuse, c'est l'intervention au sol qui fait la job la plus grosse. Et on est là sur un chemin. Alors, la prévention pourrait commencer par débuter par et non centre-ville. Déjà qu'on a déjà pour sur le cœur, ce qui se passe, il faudrait peut-être bien faire ce travail-là, sylviculture, plus légèrement, et puis avec respect. C'est ce que je fais. Là-dessus, M. Bernard, je vais me permettre un commentaire. D'abord, on fait respectueusement, on parle avec les gens. La bande mécanisée, je ne veux pas revenir là-dessus indéfiniment, parce qu'on explique, M. de Sapin-Massimon a expliqué pourquoi. Puis moi, je suis à la ville de Choubenon, j'ai une responsabilité pour la gestion du risque dans l'équipe de pompiers. Puis même avant que les feux arrivent l'été passé, c'était prévu qu'il s'assoie avec sa feu pour regarder comment on est. Moi, mon corps de sens, c'est vraiment le pourtour urbain dans les hameaux, comment on peut conseiller nos citoyens pour mieux aménager sur leur terrain privé, comment nous, comme ville, on peut s'engager avec différents fonds publics à protéger ce secteur-là. C'est clair, l'été passé, on les a vus à l'œuvre, ils m'ont amené un hélicoptère, à un moment donné, on finit par réussir à m'amener un hélicoptère bouger à voir, et voir comment la SOFE travaille. Il faut comprendre que la SOFE, ici à Choubenon, basée, c'est de faire une quarantaine de membres. Fait qu'ils ont un travail à faire. Les gens du ministère ont aussi toute une réflexion à faire par rapport à l'aménagement de la forêt, ça va se faire avec ce temps. C'est sûr que là, cet été, je ne sais pas si on va réussir à planter des arbres, je ne pense pas faire la plantation pour la bande mécanisée. Et l'objectif, c'est d'avoir au plus vite une estimation de ce que ça coûte, d'aller chercher les fonds complémentaires, puis faire ce qu'on a à faire. Fait que c'est ça. Mais quand vous dites qu'il faut y aller avec respect, on le fait avec respect. On le fait avec les gens. Ce soir, les gens sont dédiés, on est là.
parce qu'on voulait faire, on a dit aux gens de la Stopfeuse, on aurait pu dire, on était passé, attendez, on vous a assez plu, là, on a dit à Simon, quand est-ce que t'en viens? Quand est-ce que t'en viens faire finir ta job qu'on avait commencé avec M. Perrault et l'équipe? Fait que c'est ça la dédicace qu'on a aujourd'hui, c'est de dire, on le fait tout le monde ensemble. Mais il faut prendre le temps de le faire, il faut prendre le temps de la chercher en public. Puis on comprend très bien. Et que dans les plans d'intervention, il faudrait inclure aussi le reboisement, qui en fait vraiment partie. Tout à fait. C'est clair. C'est clair. Ce que je comprends, en fonction de ce qu'il nous a dit tantôt, il y a des sections qui vont élaguer, exercer. D'autres sections, comme la bande mécanisée, on a compris qu'il faut mettre du feuillu. Mais on n'a pas besoin de personne de maîtrise dans la foresterie, on comprend que c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre le temps de le faire. On aurait pu se dire dans nos bureaux, on fait ça avec Jean-Guy, ça c'est une affaire avec Alain Jean-Guy, on regarde les coûts. Non, ça c'est une affaire collective. Tout le monde comme municipalité, on veut mieux se protéger. Ça n'enlève pas de la job aux pompiers de se préparer pour combattre les incendies quand on a des incendies. Ça nous empêche pas aussi comme citoyens d'avoir une responsabilité individuelle par rapport à notre famille, notre habitation. Mais sur le plan de la municipalité, l'engagement qu'on prend, quand vous vous présentez, ça arrive avec les différents partenaires. Vous étiez là hier soir, il y a M. Savage qui disait que je l'ai dit, il ne l'a pas dit encore, mais on l'a noté aussi pour ce il disait, avec les coûts que ça va faire, il y a peut-être des entreprises, des organisations qui aimeraient participer à la table. Fait qu'on va s'en voir là-dessus, c'est certain, là. Mais à court terme, c'était ça qui est important de le faire aujourd'hui. On n'a pas eu la présentation il y a longtemps, ça c'est début avril. Rapidement, on a trouvé une date, ça s'est rencontré à ce moment. Hier, on voulait faire la bande mécanisée parce que ça, c'est un cas particulier. Puis à ce moment, on voulait vraiment être là-dessus, en le temps de démêler les deux dossiers, et prendre le temps aussi d'expliquer aux citoyens qu'est-ce qu'il y en est, d'avoir des communications fluides. Est-ce qu'on a deadline pour faire ces interventions-là? Bien, c'est toujours en matière, mais dans le fond, il faut trouver les fonds pour faire les estimés. C'est toujours en matière, hein? Dans la vraie vie, là, on pourrait le faire l'année passée. On a agi par panique une fois, il ne faudrait pas le faire deuxième fois. Non, mais on n'est pas là pour paniquer. Là, M. Gagnon, ça fait 4 fois que vous me dites en 2 mois, il ne faut pas paniquer, personne ne panique. On est en mode de prévention, on est en mode de s'organiser tout le monde. Mais l'année passée, il nous l'a expliqué, il nous l'a dit. Pourquoi on a fait la bande mécanisée? Une fois que ça c'est fait, OK, on va travailler là-dessus, on a déjà des fonds pour travailler la bande mécanisée. On va faire les estimés de la fenêtre avant. Mais à ce moment, c'est voir comment on peut mieux diminuer le risque des incendies. On n'empêchera pas aucun incendie. On va travailler tout le monde ensemble pour voir comment on peut diminuer. Puis c'est le travail qui est fait. Puis moi, j'ai été agréablement surpris de la qualité du rapport. Et quand on s'est mis à regarder comment ça peut coûter, ça se fait passer. D'ailleurs, vous prenez qu'avec nous aujourd'hui, la madame du ministère, je suis bien heureuse de la rencontrer, parce qu'il entend ce que les gens, dans le fond, ce qu'elle comprend, que chez Bougamo, les gens veulent maintenir le couvert forestier, mais comprendre l'importance de se protéger, de vouloir travailler tout le monde. Laquelle, c'est du bonbon. Alors, ça va se mettre rapidement à la tâche pour faire les estimations, pour regarder c'est pas le plan, comme on fait tout le monde ensemble. Ces estimations-là, ben, les prix, est-ce que ça va, étant donné que c'est vraiment dans le set permis de la ville, est-ce que le ministère va nous aider côté finances? C'est ça. Mais là, actuellement, on a déjà un montant, on a déjà un premier montant. Ce qui permet, il y a une question. De l'aménagement interne, je ne parle pas de la bande mécanique, mais de l'aménagement interne. La bande mécanisée, c'est sur le territoire, c'est sur le territoire public, c'est sur les terres publiques, mais c'est à l'intérieur de la municipalité. C'est une chose. Ouais. On a déjà un montant, le conseil déjà. Tout ça. Non, c'est déjà que nous avons. Ouais. On sait déjà que c'est un bon montant. C'est la bande mécanisée qu'on veut rapidement, pour les raisons que vous avez données. Mais en même temps, le travail que Simon fait, on lui a dit, l'exemple de plein de la veine, on ne fait pas ça par caprice. On a beau s'aimer, j'aime mieux de voir côté de moi à soir que la prévention, que de l'avoir devant moi qui me dit, non, on n'est pas capable de garantir la sécurité des citoyens, vu le véhicule avec la ville. On est dans un autre sphère. Là, il pleut. S'il peut maintenant pleuvoir, je suis bien heureuse. Monsieur Magnaté, une dernière question. La monsieur. La dernière. Ben, pour poser ma question.
Si tu permets, si Je n'entends pas. Vous avez écouté, M. Poirier, à nos micros pour ta petite question. Comme n'importe quel citoyen, c'est que ça? Je peux te passer de Oui, moi, c'est. J'habite justement sur la côte du réservoir depuis longtemps. Avant moi, c'était mon père, tout ça. Et puis, je suis bien placée pour voir tous les gens qui passent justement vers la côte du réservoir. Et puis, je passe souvent me promener là, sur la côte du réservoir, tout ça. Et à chaque fois que je vais, il y a beaucoup de feux qui se font. Puis il y a beaucoup de gens qui passent avec des caisses de bière, avec des en vitre. C'était des carottes, je pense que c'est impossible, mais ça m'inquiète à chaque fois. J'ai comme le frisson à chaque fois que je vois des gens passer pour aller sur la côte du réservoir pour soit faire des feux, soit. Puis je vois ça le lendemain, tu sais, je vois que le feu a été fait, tout ça. Est-ce qu'il y aurait moyen, comme. Tu sais, c'est mettre des pancartes, je ne sais pas. Peut-être que les gens ne savent pas qu'ils n'ont pas le droit d'aller voir là, ou tu sais, d'aller. Tu sais, c'est tellement proche de la ville que, tu sais, on pourrait peut-être faire quelque chose. C'est vrai, madame, que c'est Jean-Guy, notre directeur incendie, m'en parle régulièrement. Et là, on est en train d'essayer de trouver des solutions. C'est pas évident, parce que des fois, ça se passe à des heures qu'on n'est pas nécessairement là. Mais là, on travaille avec la collaboration sur le Québec qui s'en vient santé pour trouver des solutions pour l'été qui s'en vient. Mais ça, c'est un problème qui est récurrent, qui revient d'année en année. Et on fait beaucoup de sensibilisation. Tantôt, monsieur disait que ça s'avait amélioré avec le temps. Mais on sait très bien, on était bien content de nous le dire, mais on sait qu'il reste encore l'ouvrage à faire. Oui, absolument, parce que je m'en vois tous les jours, tout le temps. Et, je sais que c'est dangereux. Puis, je ne sais pas, juste des pancartes, ça ne pas bien. Oui, c'est ça. En tout cas, ce serait un début. Merci. Et quand on est jeune, les pancartes, on ne veut pas nécessairement les lire. Elles sont ouvertes, justement. Monsieur Poirier. En fait, la question est dans le rapport préliminaire que vous avez présenté au Conseil, il y avait 8 secteurs qui étaient visés. Mais on n'avait pas de priorisation de secteurs. Moi, ce que j'espère, comme commentaire, ce que j'espère, c'est que lors de votre rapport final, j'aimerais qu'il puisse avoir une certaine priorisation pour que ça nous aide à planifier, en fait, nos interventions, les montants d'argent qu'on va, qui vont être en jeu à ce moment-là, en termes d'hectares, etc. Ça nous aiderait là, à mieux planifier nos interventions dans le futur. Mais c'est important de les présenter, puis nos travaux, parce qu'on vous a écouté et on l'a fait. Puis ce que j'ai présenté aujourd'hui, l'ordre des recommandations, c'est notre ordre de priorité. Fait qu'avec le rapport final, on vous l'a présenté. La manière qu'on l'aurait présenté, nous autres, en fait, vous pourrez commencer par la première, puis on vous a détaillé tout ça, fait que pour faciliter la vie. C'est déjà fait. Je vous revenais tantôt, il y avait un monsieur qui posait une question concernant l'aspect financier. Il faut comprendre que normalement, quand une ville, on fait une demande d'aide financière, avant de faire une demande financière, on fait des estimés et après ça, on fait une demande financière, peu importe le ministère. Cette fois-ci, on est chanceux parce que le ministère a mis sur la table avec la ville un 600 000 pour ce qui était présenté hier aujourd'hui, mais l'estimation n'est pas encore faite. Quand on va avoir une estimation de compléter, là, on va être en mesure de vraiment de dire au ministère, là, on n'en a pas assez ou on est correct. C'était juste pour ramener l'aspect financier dans ça, parce qu'on comprend très bien que c'est des sommes, on considère que ça va être des sommes énormes pour la ville et sans aide financière, on ne sera pas capable de faire cette travaux-là. La deuxième morceau. Ouais. Bon, ben excellent. Ben, merci pour vos questions là, fort pertinentes. J'enchaînerai avec le deuxième bloc. Ça ne sera pas très long, je vois que l'heure avance. Puis merci d'être encore là et d'être attentif.
On a présenté, c'est sûr, nos recommandations à la ville, puis il y en a des principales que c'est vraiment la sensibilisation là, des résidents. En fait, pour se protéger face aux feux de forêt, c'est vraiment un effort collectif. Fait que chacun des propriétaires de bâtiments qui est en forêt ou à proximité de la forêt peut prendre des mesures simples pour protéger son infrastructure. C'est ça qu'on voulait présenter ce soir. Juste faire la distinction là, entre la prévention, l'atténuation des risques, c'est deux concepts qui sont bien importants pour nous qu'on départage. En fait, la prévention, quand on parle de prévention des incendies, pour nous, à la SOFRE, c'est de limiter l'occurrence des feux. On veut éviter que des feux se produisent à la source, c'est bien évident. En fait, c'est surtout sur les causes humaines qu'on peut agir, parce que c'est très difficile d'empêcher les feux de foudre. En fait, c'est pas mal impossible. Là. On n'a pas trouvé de moyen encore aujourd'hui. Mais on peut empêcher les feux de cause humaine. Il y a 60% des feux chaque année au Québec qui sont causés soit par des feux de camp à l'éteint, des brûlages de rebuts qui dégénèrent ou des articles de fumeurs qui sont lancés dans la végétation. On a d'autres causes aussi assez fréquentes. Ça peut être des feux d'artifice, des cendres chaudes qui peuvent être souvent des centres de foyer qui vont être envoyés dans de la végétation sèche là, en fond de cours. Des VTT aussi, souvent c'est une cause qui est mal connue, mais on en a un nombre là, de feux à chaque année causés par des VTT. C'est les exhausts, les tuyaux d'échappement peuvent devenir très chauds, puis quand il y a des VTT qui passent sur des brindilles très sèches, ça peut être suffisant là, pour allumer un incendie de végétation. Une autre cause, c'est les incendies de bâtiments, je l'ai dit tantôt. Les bâtiments situés soit en forêt ou à proximité, que le feu va se propager là, à la forêt là, environnante. Ça, c'est en fait, on peut agir en prévention pour limiter que les feux se propagent, entre autres à la cause du réservoir, limiter qu'il y ait de nouveaux feux. Il y a d'autres mesures. Les mesures d'atténuation, eux autres, c'est les mesures qu'on peut mettre en place pour limiter les conséquences en venant le passage d'un feu de forêt. Si jamais il y a un feu de forêt, quelles mesures qui peuvent être prises là, de manière proactive pour réduire les chances qu'il y ait des pertes au niveau des bâtiments? Ça va être ça aujourd'hui, le dernier bloc de la présentation. Vous l'avez vu tantôt, cette image-là, en fait, elle est super simple, je l'aime beaucoup. Ça montre là, en fait, qu'il y a une panoplie de mesures autour du bâtiment au niveau du contrôle de la végétation qui permettent de réduire les chances que le feu se propage à la bâtisse. On voit vraiment que, bon, on le voit, là, la figure d'en haut, le feu, il n'y a pas de problème à se propager dans un cas comme ça. Par contre, on a bien beau faire de la gestion de la végétation autour du bâtiment puis s'assurer qu'il n'y ait pas de conifères à proximité de la bâtisse. S'il y a un très gros feu de forêt à proximité, il peut avoir du transport de braise et de tisons jusqu'au bâtiment. De là, l'importance aussi de prendre action sur le bâtiment pour limiter son inflammabilité. Je vais vous montrer un petit extrait vidéo, c'est intéressant, il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont vu. On a fait une campagne de terrain au mois d'août passé pour faire l'analyse de risque, puis on a été accompagné d'une équipe de Radio-Canada qui nous a suivis là, avec M. Perrault, le directeur incendie. On a même passé à la semaine dernière, c'est quand même pas rien. Fait que là, on voulait vous montrer un petit extrait de cette vidéo-là qui explique vraiment bien l'importance de protéger ces bâtiments face au transport de tisons. On peut commencer par retirer toutes les matières combustibles autour de la maison. Ensuite, s'assurer que les arbres du terrain ne se touchent pas entre eux, et privilégier les essences d'arbres feuillus moins combustibles. Idéalement, il faudrait choisir des matériaux résistants aux feux et fermer les espaces sous les plateaux pour éviter une sinon une rase à structure. Si vous n'entendez pas bien ou vous voulez voir mieux, n'hésitez pas à vous avancer, c'est là pour ça. Pour résister au passage de l'incendie. Il ne faut pas attendre que le feu soit rendu parce qu'il est trop tard. Préparez-vous, faites des choses. Chaque petit travaux que tu vas faire va donner une chance à l'installation de passer à travers l'incendie. Quand on ferme le chalet jusqu'en bas, on a empêché les tisons de rentrer en dessous. Quand on a peu des arbres qui étaient à l'approche du chalet, ces arbres, le feu avait baissé. Quand on avait enlevé tous les végétaux autour du chalet, le feu ne pouvait pas arriver, ne pouvait pas se propager par le sol. Donc, quand on a additionné tout ça, le chalet a quand même résisté à un incendie qui était assez fort. Voilà, c'est juste pour résumer, là, en fait, un exemple concret de la pertinence de ces mesures-là. Puis aussi, le monsieur qui avait mis ça en place autour de son chalet au lac Saint-Jean, quand le feu de chute des passes en 2020 est passé, puis ça s'est avéré là, efficace, puis son chalet il a résisté. Je vais peut-être avoir besoin d'aide.
Parfait. Fait qu'un peu ce qui était expliqué dans la vidéo, on va passer à travers les principales mesures qui permettent de rehausser votre protection. En fait, ce qu'on conseille, là, ça peut avoir l'air vraiment très simple, là, mais pour les propriétaires à proximité de la forêt, c'est juste de s'assurer de nettoyer les gouttières, nettoyer votre toit. On le voit ici, un toit là, rempli de débris ou des gouttières remplies de feuilles mortes. Ça peut devenir là, très sèche. Si jamais il y a un feu de forêt que tu transportes de braise et de tisons, bien, ça peut allumer un foyer d'incendie. Ça peut être suffisant pour générer du feu puis qui va mettre en feu là, le bâtiment. Puis, au Québec, on n'en a pas nécessairement observé beaucoup des cas comme ça, mais dans la documentation, lorsqu'il y a des pertes de bâtiments causées par les feux de forêt, ça, c'est une des principales causes, les débris là, sur les toits. En s'assurant de les nettoyer, ça permet de rehausser votre protection. Assurez aussi que votre cheminée soit munie d'un corps étincelle. Si vous faites un feu, bien, si jamais il y a des braises, bien, ils vont être contenus là, dans la cheminée. Puis, ça limite les chances qu'il y ait des braises qui atterrissent sur le toit, sur des matières combustibles qui pourraient générer là, un incendie. Une autre mesure là, relativement simple à mettre en place au niveau de votre bâtiment, c'est s'assurer de fermer les espaces sous les balcons. Si jamais vous êtes à proximité de la forêt et que le feu s'approche de votre bâtiment, en fait, souvent, avec les espaces sur les balcons, ça va créer une espèce d'appel d'air où le feu peut aussi facilement se répandre sous le balcon, puis embraser la structure, puis après ça, mettre feu au bâtiment. Donc, en s'assurant de fermer cet espace-là, on limite le potentiel que la galerie, puis éventuellement, là, le bâtiment s'embrase. Puis, idéalement, utiliser des matériaux résistants au feu pour faire ça. Une autre mesure, si jamais si vous êtes à proximité de la forêt et vous envisagez des travaux de rénovation, c'est privilégier des revêtements de toiture ou des matériaux qui sont résistants au feu. Ça peut être, par exemple, du bois massif, déjà, qui offre une plus grande résistance au feu que du bois traité là, ou du barreau d'asphalte pour les revêtements. Sachez aussi que le revêtement, soit en bon état. On le voit comme ici, par exemple, un bardeau de vinyle qui va être troué. Si jamais il y a des tisons qui viennent atterrir sur le bâtiment, ça peut s'infiltrer derrière le vinyle puis embraser là, la structure. Ça peut être aussi faire les bons choix de revêtement de tôle, de toiture, pardon, soit utiliser de la tôle ou même du bardeau d'asphalte. Le bardeau d'asphalte, ça offre une bonne résistance au feu lorsqu'il est en bon état. Assurer aussi qu'il y a une zone non combustible autour de son bâtiment. On suggère une zone de 1,5 m avec aucun combustible autour de le bâtiment. Comme ça, si jamais il y a un feu qui s'approche, il y a moins de chances que ça se transfère. Puis, si jamais il y a des tisons qui viennent s'atterrir aussi sur le coin du bâtiment, ça réduit les chances que le bâtiment s'embrase. Donc, dans cette zone-là, on suggère d'enlever tout ce qui est arbustes, paillis d'écorce aussi, qui est hautement inflammable. Des feuilles mortes, des branches, tout ce qui peut facilement prendre feu. Autre conseil assez simple, c'est d'entreposer toutes les matières combustibles à plus de 10 mètres de son bâtiment. La fameuse corde de bois, c'est sûr que c'est bien pratique de l'avoir près de la porte, surtout l'hiver, pour chauffer. Mais il faut surtout au printemps ou à l'été, quand le risque de feu de forêt il est présent, d'éloigner ces matières combustibles-là aussi, ça rehausse notre protection. Ça peut être aussi, tout ce qui est matériaux inflammables, des fois des matériaux de construction empilés sur le bord d'un bâtiment, mais c'est important de les mettre un peu plus loin de la bâtisse. Ça peut être aussi les réservoirs de propane, aussi les dégager du bâtiment principal. Ensuite, une autre mesure, c'est de s'assurer d'entretenir et de tondre la pelouse. Surtout, justement, pour les propriétaires de résidences situés dans des secteurs plus à risque de feu de forêt. En fait, les pelouses qui sont longues et non entretenues, ça peut virer, si on peut dire, en foin, qui peut devenir très sec en été. Puis, ça peut être suffisant si jamais il y a un feu de végétation en proximité. Justement, les hautes herbes très secs, c'est un combustible qui est hautement inflammable, puis le feu peut se propager rapidement dans des environnements comme ça. Donc, en entretenant le terrain, puis en s'assurant que le gazon ne soit pas en laisser aller, puis qu'il ne devienne pas sec, ça vient assurer une meilleure protection. Au niveau de l'aménagement du terrain, on en a parlé un petit beaucoup tantôt avec les recommandations. C'est un peu ça qu'on préconise aussi pour chacune des propriétés à proximité de la forêt. De favoriser les feuillus aux conifères,
Des essences à privilégier, ben, pour ici, ça peut être facilement le peuplier, le bouleau qu'on retrouve déjà à l'état naturel. D'autres arbres aussi ornementaux, d'autres feuillus. Élaguer les branches basses des conifères, comme on l'expliquait, assurer une distance de 3 mètres entre les arbres. Éviter le paillis d'écorce, qui est aussi hautement inflammable. Je vais vous montrer aussi un exemple là, dans quelques instants. Puis tout ça, les conseils d'aménagement du terrain, la coupe d'arbres, que ce soit sur votre terrain ou même en dehors de votre terrain, il faut être conscient qu'il y a des règlements, qu'il y a encore tout ça, puis c'est important d'avoir l'aval de votre municipalité avant d'entreprendre des travaux. Fait que ça, on l'a mentionné, mais c'est important, ou du ministère. Fait que ça, dans tous les cas, en tant que public, que ce soit en tant que privé ou en tant que public, ben, il faut avoir les permis et les autorisations nécessaires. C'est important de garder ça en tête. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge, là, bien visible ce soir. Quelques petits exemples qui montrent des travaux de gestion de la végétation qui ont été faits. Ici, on parle de réduire la densité de petits conifères sur une photo avant-après, qui montre que c'est loin d'être une coupe à blanc, et qu'on vient vraiment éclaircir là, la forêt. Aussi, ben, on vient réduire là, le plus possible la charge de bois mort, de branches mortes, de branches au sol. Donc, un autre exemple de travaux qui ont été réalisés. Élaguer les branches basses des conifères pour, encore une fois, ben, éviter qu'un feu à la surface là, du sol en forêt là, se propage à la cime des arbres puis gagne en intensité. Je parlais du paillis d'écorce. Ben, c'est quelque chose qu'on utilise quand même beaucoup en aménagement paysager, mais c'est hautement inflammable. Ça, c'est un cas qui s'est passé cet été, qu'on a documenté là, sur la côte nord. C'est un feu de forêt qui est passé dans un secteur de chalets. Il y a malheureusement plusieurs chalets qui ont passé au feu. On est allé faire des constats là-bas. Ici, c'est vraiment intéressant parce que vous voyez, là, le feu de forêt il est passé à proximité. On voit que la bâtisse, heureusement, elle a survécu. Mais on voit aussi que ben, autour du jardin qui avait été aménagé, ben, finalement, le gazon, il n'est pas brûlé. Il n'y avait pas d'arbres qui connectaient directement au jardin. Mais qu'il y a des tisons qui ont atterri sur le paillis d'écorce puis qui ont mis feu là, au jardin sans même qu'il y ait de connexion directe avec la forêt. Fait que ça montre justement à quel point que les braises peuvent mettre le feu sur des combustibles, notamment paillis. Puis, on pourrait s'imaginer que si jamais il y avait eu du paillis d'écorce au rôle bâtiment dans l'aménagement paysager, ben, peut-être que ça l'aurait pris en feu puis menacé l'infrastructure. C'est un cas concret qui montre, là, en fait, justement, on peut opter pour d'autres solutions lorsqu'on habite proche de la forêt. Ces exemples-là sont tirés d'études de cas de la science. À chaque fois qu'il y a des feux de forêt avec des pertes de bâtiments, il y a des gens qui se rendent sur le terrain et qui disent pourquoi il y a des bâtiments qui ont passé au feu, pourquoi d'autres ont résisté. Puis souvent, on remarque que les bâtiments les mieux protégés sont ceux qui ont résisté au feu. Vous avez vraiment entendu parler de la tragédie de Morby en Hawaï cet été, où il y a des centaines de bâtiments qui ont été rasés par un feu de végétation là, en seulement quelques heures. Puis on voit ici une résidence, là, le quartier brûlé au complet, puis une des résidences qui avait résisté parce que les propriétaires avaient mis en place des mesures. C'était s'assurer qu'autour de la maison, la bâtisse était exempte de combustible. Il avait opté aussi pour un toit en tôle, des matériaux non combustibles. Fait que malgré qu'il y a des tisons qui ont atterri là, partout dans le quartier, bien, cette résidence-là a résisté. Un autre exemple aussi, c'est un exemple concret cet été, la communauté là, de Chassibi, communauté crie là, à la baie James. Un feu de forêt qui s'est déclaré parce qu'il y a un feu de bâtiment finalement qui était proche de la forêt. Le vent était favorable, en fait, puis c'est le fait en sorte que le feu du bâtiment s'est transféré à la forêt. Fait que ça aussi, c'est une responsabilité lorsqu'on habite proche de la forêt pour protéger notre patrimoine forestier, mais aussi nos voisins. Bien, en assurant de mettre en œuvre ces mesures-là, bien, on protège également l'environnement voisinant d'un éventuel feu de bâtiment. On limite les chances que ça se propage à la forêt. Donc, c'est un exemple concret qui montre que s'il y avait eu des mesures comme ça en place au niveau du bâtiment, bien, ça aurait peut-être limité la propagation là, aux environs. Je termine là-dessus. Une autre vidéo, là, je pense que ça va mieux marcher. En plus, il n'y a pas de son. Là, c'est une expérimentation. Ça marche plus. Ça va pas mal marcher. Je ne sais pas pourquoi ça marche quand même bien, la vidéo. Mais là, en gros, là, même je pense que la photo elle parle d'elle-même. Ils font des expériences plus souvent dans des instituts de recherche comme ça. Puis en fait, là, ils ont envoyé un gros ventilateur avec des tisons sur 2 maisons collées ensemble. Une qui était construite avec des matériaux là, de revêtement là,
résistant au feu, avec du paillis de roche, il n'y avait pas d'arbustes. Un autre qui était avec un parement de bois, avec un buisson et du paillis de sel. C'est intéressant parce que les deux sont soumis au même vent, avec les mêmes braises. Puis, celle de gauche, où il y avait des mesures, il n'y avait pas de mesures en place d'atténuation, prend feu très rapidement, tandis que l'autre à côté là, résiste complètement à l'assaut des braises et des tisons. C'est toutes des recherches comme ça, des évidences qui montrent que des mesures simples, bien, ça permet d'assurer une meilleure protection là, lorsqu'on habite proche de la forêt. En terminant, en fait, c'est ça. Peut-être le message à retenir, c'est que l'atténuation des risques, la prévention, c'est une responsabilité partagée. Il y a différentes mesures simples que vous pouvez mettre en place pour assurer votre protection, en complément de ce que la Ville envisage faire. On a notre nouveau dépliant qui est disponible à l'entrée, qu'on vous propose 12 actions concrètes et simples à mettre en place pour mieux vous protéger. Si vous souhaitez en savoir davantage, que vous envisagez mettre en œuvre certaines mesures autour de votre habitation, on a d'autres ressources là, disponibles sur notre site web, en d'autres des guides là, qui expliquent plus en détail les mesures qu'on vous a présentées. Fait que ça faisait le tour de ce que j'avais à vous communiquer. Merci beaucoup de votre présence. Écoutez, on va être avec vous. Là. On a des cartes aussi par secteur de la municipalité. Les gens de ce fait sont avec nous. Peut-être aussi le directeur des incendies. Donc, merci beaucoup de votre présence. On est là pour vous en